champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous les chillers et chilleuses au lendemain du All-Star Game et du sacre de Justine Brezas-Boucher, surtout j'ai envie de vous dire sur la mass start des championnats du monde de Nové Mesto en biathlon. Je suis ravi de vous retrouver pour le 18e épisode de la saison 9 de Sport & Chill. Chaque lundi, vous connaissez votre rendez-vous sport sur Radio Campus Montpellier de 19h à 19h30 à 20h30. Quelle idée, une demi-heure, en plus il est déjà 19h09, on serait pas dans la galère, je préfère vous le dire, de 19h à 20h30 sur le 102.2 FM, et je le dis dès à présent aussi, vous pouvez nous retrouver en live Twitch ensuite sur la page de Radio Campus Montpellier, notre petite chaîne. À mes côtés, il y aura 3 chillers, pour moi il y en a 2 qui sont d'ores et déjà en studio, et je démarre tout d'abord sur ma gauche avec Clément, que j'ai vu un petit peu hocher de la tête lorsque je parlais de ce All-Star Game. On est d'accord, pas forcément un événement si marquant finalement. Salut Romain, salut tout le monde. Ouais, en fait aujourd'hui le All-Star Game, voilà, c'est pas quelque chose qu'on aime vachement regarder, on va dire, mais non, très content d'être là aujourd'hui. Victoire de Montpellier, victoire de mon Olympique Lyonnais, donc très très content. Une émission qui démarre bien de ce point de vue-là, parce que oui, Guillaume, on a le moral ce soir, parce que même beaucoup de nos clubs montpelliérains ont gagné, et des matchs importants, notamment pour le MHR et le MHSC, mais on parlera aussi du MHSC volley, qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Je le dis dès à présent, c'est d'ailleurs notre sondage sur Twitter, et qu'on vous a mis à l'instant sur Instagram. Le MHSC volley doit-il faire de la Coupe de France sa priorité après sa qualification en demi-finale? Vous avez la parole, et justement, je te la donne cette fois-ci à toi, Guillaume. Ravi de te retrouver avec nous. Et salut Romain, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aussi pour une belle émission. J'allais te préciser que là, on a des opposés par contre en termes de clubs supportés, les Lyonnais et les Stéphanois, mais toi aussi finalement t'es pas mécontent parce qu'en Ligue 2 ça va un très mieux quand même. Très grosse dynamique, une belle 5ème place, 8 buts marqués pour 0 encaissés cette semaine, donc c'est à noter, une belle victoire chez le deuxième Angevin en plus, donc c'est une performance. C'est rare, mais c'est beau. J'allais te dire, qui l'eût cru il n'y a pas si longtemps. Lyon aussi qui arrive progressivement sur les talons de l'Olympique de Marseille. Je sais que ça va faire plaisir à Clément que je puisse vous dire cela. J'enchaîne évidemment en vous disant qu'il y a Yacine qui nous rejoindra en studio à nos côtés. Le programme de notre soirée, désormais. On lancera les hostilités avec le sport montpelliérain, notamment un retour sur la semaine du MHSC volley et celle du MHSC. Le MHSC qui recevait, et je sais que Clément était au match, le FC Metz pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. On refermera cette page ensuite autour de nos clubs montpelliérains avec l'agenda, l'occasion de vous faire part des rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. Dans la seconde partie de l'émission, notre focus actu consacré au championnat du monde de biathlon à Nové Mesto. On parlera des très belles performances de nos Français et Françaises surtout. Place ensuite au coup de cœur et coup de gueule des chillers. Dans la parole est aux chillers, on parlera de tennis, on parlera de football européen avec nos clubs français en Europa League avec toi Guillaume. On parlera aussi de waterpolo avec Yacine, et puis je dirai un petit mot de la victoire du Paris Basket en finale de la Leaders Cup. Dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons par téléphone Alexandre Aragon, même j'allais dire par Zoom pour être précis, coach des U18 de l'Entente Saint-Clément-Montferrier, pour notre première interview de cette année 2024. Nous échangerons avec lui sur l'ascension du club dans le paysage du football régional, mais aussi et surtout sur l'épopée de son équipe en Gambardella. En effet, les Grenats recevront à Sussargues le Stade Rennais en 8e de finale de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France pour les catégories U18, U19. Enfin, Yacine qui arrive et que je salue. Bonsoir Yacine. Bonsoir Romain et bonsoir à tous. Quel On comeback. souhaite une bonne année en retard, mais même si après le 1er février c'est interdit. Mais Année 2022, on s'est plus vu depuis un petit moment, donc me voilà de retour pour cette émission. Et j'en suis bien évidemment ravi. J'allais te dire, effectivement, tu avais fait, j'étais pas là, mais la dernière avec Alan de l'année 2023. Et te voilà en 2024 pour la première interview. Tu attendais finalement qu'on programme cette première interview qui a un petit peu tardé, mais la voici ce soir avec effectivement une interview foot avec l'ESCM qui sera mise en avant dans cette émission. Et donc tu nous challengeras en fin d'émission avec le quiz, un moment, comme vous le savez, que Guillaume attend avec impatience chaque semaine. Pour performer. Au cours de l'émission, réagissez avec nous
sur Twitter avec le hashtag Sport & Chill et sur le live Twitch de Radio Campus Montpellier. Nous, de notre côté, on rentre dans le vif du sujet avec le sport montpelliérain. Jingle. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Je le disais en préambule, un bilan très satisfaisant pour les clubs montpelliérains cette semaine parce que Guillaume, il y a eu 8 victoires pour 2 défaites et on démarre tout d'abord avec le MHSC Volley. Et oui, c'était une semaine très importante pour les volleyeurs de Montpellier-Castelnau avec 2 matchs au programme, dont notamment un quart de finale de Coupe de France face aux voisins toulousains. Le voisin de Toulousain, tout à fait. Le MHSC Volley recevait donc d'abord les Spacers de Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. C'était ce mardi soir dans leur antre du Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas. Et notre équipe n'a pas tremblé dans ce derby de l'Occitanie, comme on l'appelle, remportant cette partie 3-7-0, 25-18, 25-22 et 25-21 à l'issue des différents sets. C'est la 3e victoire en autant de rencontres face à Toulouse cette saison pour le MHSC Volley. Après les 2 victoires en championnat, et cette victoire permet surtout à nos joueurs de rejoindre le dernier carré de la Coupe de France, où ils se déplaceront à Poitiers. On connaît le tirage au sort. Poitiers qui a été tombeur de Tourcoing en quart de finale. Tourcoing qui était justement le 2e adversaire de cette semaine pour Montpellier, cette fois-ci en championnat. Et les joueurs de Loïc Lemarec ont récidivé avec une nouvelle belle performance. Victoire cette fois-ci 3-7-1 malgré la perte du 3e set 23-25. Après 21 journées de championnat, les Montpelliérains qui viennent donc de battre le 2e de ce championnat sont solidement installés à la 5e place avec 38 points et un bilan de 13 victoires pour 8 défaites. On rappelle qu'à la fin de la saison régulière, les 8 premiers disputeront les playoffs pour tenter de conquérir le titre de champion de France. J'allais vous poser finalement la première question de ce sport montpelliérain qui est notre sondage tout simplement de la semaine. Pour toi, Yacine, je te fais honneur sachant que tu reviens en studio, ce MHSC Volley qui vient de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France doit-il tout simplement faire de cette compétition son objectif, sa priorité ? J'aurais tendance à penser que oui, dans la mesure où t'es à 2 matchs d'un trophée, tandis que pour le championnat, on a eu un moment doré en 2022 avec le titre de champion. Je dis pas qu'on rentre dans le rang, on sera toujours dans un peloton de tête, mais je nous vois beaucoup moins proche du titre que Chaumont et Tours, comme d'habitude, qui sont les gros cylindres du championnat. Qu'une coupe où potentiellement tout est possible. Là, tu vas jouer les demi-finales, ça va arriver très vite. De l'autre côté, je crois que ça sera Nantes contre Tours, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera... Tout à fait, c'est bien cela. Tu peux t'attendre à un énorme match en finale face à Tours, mais là, il reste quoi ? Il reste un peu plus de 5-6 journées en championnat, plus les playoffs, c'est beaucoup trop long pour se projeter. J'aurais quand même tendance à penser à une petite épopée en coupe, et penser à finir 3e, voire 4e, voire 3e, et essayer de faire du mieux en championnat, parce que j'espère pas forcément une victoire en championnat cette année. Tout à fait, Montpellier qui pour le moment est derrière 5 équipes dans ce championnat, même si on est roue dans roue si je puis dire avec Saint-Nazaire. Il y a Tours qui est pour le moment 2e ex-aequo, c'est très serré avec Tourcoing et Nantes, et Chaumont qui est leader de ce championnat. Donc effectivement Montpellier qui serait plutôt un outsider finalement, mais Yacine, en plus en championnat. On avait eu un bon début de championnat si je me trompe pas, puis après on était un peu rentré dans le rang avec des défaites consécutives. Des défaites parfois étonnantes, par exemple au Plessis-Robinson de mémoire. Face au Plessis-Robinson, etc. Là tu remontes un petit peu la pente. La saison est encore longue, donc il vaut vraiment mieux apporter ce qui se fait comme d'habitude le plus décisif au moment du printemps. Je préfère avoir eu ce gros moment de creux en plein automne, début hiver, plutôt que maintenant, parce que les grosses journées vont arriver et vont être décisives. Avant de passer au MHSC, Guillaume, une petite question pour toi, simplement, quel est le premier bilan toi que tu tires pour notre équipe du MHSC Volley ? Je le rappelle, l'année dernière, ça avait été une saison difficile, après le titre de 2022, où on avait terminé à la 8e et dernière place qualificative pour aller en play-off, où on était tombé directement sur Tours, donc évidemment la marche avait été trop haute, ça avait été une saison finalement un petit peu sans saveur. Je pense qu'on peut le dire, pour le moment le bilan est plutôt positif, on est engagé encore sur les 2 tableaux, et puis en coupe, il y a un coup à faire, comme le disait Yacine. Après une saison, on va dire, un peu chaotique, la saison dernière, où on a un peu trop fêté, je pense, ce titre tant attendu, et on a eu du mal à se reconstruire. Là, je dirais que c'est plutôt une saison encourageante, de ce que je comprends, qui aspire à ce que le MHSC au volley retrouve une place de nouveau très ambitieuse, que ça soit en haut du classement du championnat, mais aussi en coupe. Ça serait déjà beau de réussir au moins à faire une finale, et pourquoi pas aller chercher le titre. Et puis après, je pense qu'on envisagerait la fin de championnat de manière un peu plus relâchée, et pourquoi pas aller titiller les premières places. Mais je pense que oui, la Coupe de France, comme on dit, c'est plus que 2 matchs maintenant pour aller chercher le titre, donc il faut se focaliser dessus, et puis après ça sera que du bonus en championnat.
Guillaume, j'allais te dire tout simplement, on a le droit de rêver évidemment avec ce MHSC Volley qui a été champion de France il y a seulement 2 saisons. Et puis on sait que dans cette ville de Montpellier, on a toujours de l'ambition, on a faim de titres, même si tout de suite on va parler d'une autre équipe qui a des objectifs plus mesurés cette saison. C'est le moins qu'on puisse dire, et surtout fin de victoire pour le coup. Et oui, parce que ce dimanche après-midi, le MHSC recevait le FC Metz, cher à notre cher Valentin, que de cher, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, le match qui avait déjà tout d'un match pour le maintien en Ligue 1. Dans le match de la peur de cette 22e journée, l'ambiance était forcément lourde avant ce rendez-vous au stade de la Mosson, enlisé dans une spirale négative et n'ayant plus connu la victoire à domicile en championnat depuis le 29 octobre contre Toulouse. Les Payadins de Michel Derzakarian savaient qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur sous peine d'être en très grand danger pour leur survie dans l'élite. Des premiers doutes subsistaient, messieurs, d'abord sur la compo du MHSC pour défier les médecins. On a appris en fin de semaine que Tamari, de retour de la Coupe d'Asie, serait finalement apte. Derzak a fait le choix donc d'associer ce dernier à la pointe de l'attaque héroltaise à Arnaud Nordin, buteur la semaine passée face à l'Olympique Lyonnais, de laisser Accor Adams sur le banc au coup d'envoi dans un schéma reconduit en 3-5-2. Avant ce match, les supporters avaient également appelé à l'union sacrée pour pousser le joueur vers la victoire, malgré le climat morose depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sur le terrain, les Payadins ont démarré tambour battant cette partie en ouvrant le score dès la 4e minute sur un but d'un Isiaga Silla, décidément en CAN après le retour justement pour ce dernier de la CAN. Contre toute attente, cette première mi-temps a été rythmée, on s'imaginait un match fermé, il n'en sera rien. Metz aura plusieurs situations en contre, faisant craindre une égalisation pour Metz contre Montpellier. On ne souhaitait pas revivre le scénario du match précédent contre Lyon, mais en seconde mi-temps, Montpellier doublera la mise sur un corner de TJ Savanier, deuxième but de Modibo Sagnan, recrue en défense centrale du MHSC, avant que TJ Savanier clôt la marque pour le 3-0 sur un pénalty à la 85e minute de jeu. Cette victoire, elle était tout simplement obligatoire, on peut le dire, Clément. Ouais, comme tu l'as dit, victoire obligatoire parce que en fait c'était déjà un match pour le maintien en fait, cette rencontre contre le FC Metz. Le FC Metz, on le sait, est en difficulté également, 17e du championnat. Mais Montpellier était aussi en galère parce qu'au début du match, en tout cas à l'ouverture, c'était 16e du championnat, donc 16 contre 17. Parce que Lorient venait de gagner contre Strasbourg. C'est ça, Lorient qui est sur 3 matchs gagnés d'affilée en Ligue 1. Donc oui, c'était un match vraiment important, hein, surtout qu'on savait que la dynamique était vraiment mauvaise côté MHSC. On en avait parlé la semaine dernière. On savait pas trop si en fait Derzak devait rester. En fait, on se questionnait vachement sur est-ce que en fait après ce match contre Metz, quel est l'avenir du coach. Donc oui, c'était un match vachement important, mais en fait on n'a pas senti vraiment une très grande énergie au stade. Je crois qu'on était à 57% de remplissage, 12 000 personnes. Classique. Donc en fait, voilà. Au niveau du public, c'était pas forcément ça, mais au niveau du jeu, par contre, ça l'était. En fait, on a vu un MHSC vachement dominant qui a pris déjà le jeu directement à son compte et on l'a vu en fait que le choix de mettre Accor Adams sur le banc, c'était, je pense, une bonne chose pour lui ainsi que pour le club, parce qu'on a eu une attaque avec Nordin et Tamari qui était vachement dynamique, j'ai trouvé, avec des joueurs qui se chevauchaient un peu tous en attaque et qui bougeaient vachement et qui créaient beaucoup d'espace. Donc ça a fait que Montpellier a mené très vite au score, avec un Silla qui est absolument phénoménal sur les 2 dernières rencontres. Et puis en fait tu te rends compte que le MHSC, c'est pas du tout une équipe qui aujourd'hui doit jouer le maintien techniquement, parce qu'en fait tu te rends compte que quand elle joue contre une équipe comme Metz qui elle joue le maintien, en fait tu vois qu'il y a quand même une différence en fait entre les deux équipes. Ouais, tout à fait, indéniablement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu partages, Yacine? Après, c'est ce qu'on devait forcément souhaiter, quand même être supérieur à cette équipe de Metz, parce qu'on voit qu'il y a quand même 2 équipes, Metz et Clermont, qui sont véritablement en dessous, hein, faut pas se cacher. Ouais. Par contre, la lutte pour la place de barragiste s'annonce une vraie grande bataille, parce que actuellement, si on regarde le classement, entre la place de 10e occupée par Strasbourg et celle de Nantes qui est 16e, il y a simplement 3 points. La vérité, c'est que tu dois jamais être dans cette situation. Maintenant, on va pas revenir un peu sur les derniers matchs, notamment celui de Lyon, où, pour ne pas citer Adams, mais c'est quand même celui qui a croqué beaucoup de ballons, etc., et d'occasions. Mais tu dois jamais être en mesure, quand tu es Montpellier, de jouer à la 23e, 24e journée, la place de barragiste. Évidemment qu'il y a des équipes plus fortes que toi. Là, on va encore se diriger vers une configuration où, comme chaque année, entre la 10e et la 18e place, il y a 3-4 points d'écart.
J'ai l'impression que c'est une ritournelle chaque année, quoi. Je pense que ça va quand même finir par sourire, un peu à la manière de Lyon qui va petit à petit remonter relativement facilement. Nous, je ne pense pas qu'on va jouer la place de barragiste jusqu'au bout. Je pense quand même qu'il faudra se méfier des différentes Nantes, Toulouse, etc. Non pas qu'on soit au même niveau, mais on n'est pas forcément au-dessus. Voilà, je nous identifierai plus un Nantes, Toulouse, légèrement au-dessus des deux quand même malgré tout, capable de coups aussi comme eux, donc il faudrait se méfier jusqu'à la fin. Mais là voilà, il faut vraiment enclencher la machine et grappiller les points le plus vite possible parce que sinon ça va pas pardonner. Guillaume, un point important, sans doute ne pas se sentir arrivé, parce qu'effectivement cette victoire elle était importante, mais elle était finalement, comme je le disais en posant la question à Clément, tout simplement obligatoire. Le maintien est encore très loin pour Montpellier, il reste 12 journées, 12 combats, comme TJ Savanier en parlait déjà contre l'Olympique Lyonnais et contre Metz. On a vu certains ingrédients de la prestation contre Lyon avec plus d'envie, plus de jeu, mais malgré tout on a senti que ce collectif restait friable face à un peu plus d'adversité, donc restons méfiants, d'autant plus qu'il y a une équipe qu'on voyait en dessous et qui semble ne plus l'être aujourd'hui, c'est Lorient. Oui, après pour revenir sur la dynamique, et je trouve que c'est ce qui est le plus important aussi dans les missions maintien comme celle-là, c'est l'approche mentale. C'était important qu'il y ait une cassure justement avec cette série où on n'arrivait plus à gagner, plus à marquer. Évidemment il y avait du contenu qui était de mieux en mieux. Je trouve vraiment le match de Lyon était presque abouti, j'ai envie de dire, un des meilleurs matchs de la saison, à part la finalité dans la surface où on manquait d'efficacité, mais sinon les ingrédients étaient là. Je pense qu'il y a un groupe qui est solidaire derrière Darzac, qui a de l'envie, qui a du talent, on le sait, mais il manquait cruellement de confiance. Je pense que là d'avoir gagné contre un concurrent direct, surtout avec la manière en ayant marqué 3 buts, ça va peut-être relâcher le groupe et peut-être entamer une nouvelle dynamique. Je pense que c'était le plus important, c'était de se rassurer, retrouver de la confiance et de l'efficacité. Et là, comme dit Yacine, je pense qu'on fera partie du wagon un petit peu au-dessus parce que en termes de niveau de jeu, je nous vois quand même un cran au-dessus de Lorient ou de Nantes, même si ils sont sur des dynamiques, notamment Lorient, meilleures que la nôtre. Mais je les vois se rassurer plus facilement, j'espère en tout cas. Mais après voilà, c'est les changements qui ont fait du bien aussi. Accor manquait vraiment de confiance et d'efficacité, c'était peut-être pas plus mal de le mettre sur le banc et essayer une nouvelle formule quand on voit que Nordin depuis qu'il est revenu est très efficace, apporte quelque chose. Tamari aussi de plus en plus. Forcément ça a donné envie aussi à Savanier d'être plus inspiré et plus juste dans ses dernières passes pour voir des appels plus intéressants de ces deux joueurs-là. Donc forcément, je pense qu'offensivement aussi, ça va nous faire du bien et insuffler une meilleure dynamique pour les prochains matchs, car c'est ce qui nous manquait cruellement sur les derniers matchs. Ouais, en fait, pardon de te couper Romain, mais c'est vrai que tu retrouves, en fait, depuis le mercato, tu retrouves quand même des éléments qui t'apportent vachement plus. Genre, je pense à Sagnan, par exemple, qui apporte ce deuxième but, mais surtout qui est vraiment très solide derrière. Et puis Nordin, en fait, c'est pas vraiment une recrue, mais je veux dire, il revient quand même et il t'apporte cette folie offensive, il t'apporte cette énergie dont tu avais vraiment besoin. Et en fait, tu avais l'impression que Tamari et Adams l'avaient un peu perdu sur les derniers matchs. Alors oui, Tamari fait du bien, il est pas forcément décisif contre Metz, mais il t'apporte quand même. Et il t'apporte dans un secteur où tu avais vraiment... Ouais, il t'apporte vraiment des... Et puis, il y a quelques actions où vraiment, en fait, c'est un peu lui le chef d'orchestre avec Savanier, avec devant, avec aussi Nordin. Et puis, non, ça fait vraiment plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, en fait, on retrouve vraiment une énergie dès le début du match, en fait. C'est une vraie énergie, une vraie envie d'aller vers l'avant et d'aller marquer ce premier but, et ça arrive direct. Et donc c'est une énergie qui va peut-être permettre à Montpellier de se maintenir. Et chapeau au recrutement quand même, c'était pas chose aisée, mais juste un petit point sur ça. Si tu regardes dans le détail, quasiment toutes les recrues ont quasiment déjà prouvé qu'elles avaient leur place et qu'elles avaient un bon niveau, donc ça, chapeau déjà. Ouais, même s'il y a un vrai sujet quand même toujours autour du poste de numéro 9 où beaucoup de supporters montpelliérains appelaient à doubler le poste pour Accor Adams. On allait chercher Caramo qui est un ailier et qui n'est pas forcément un numéro 9 de métier, en tout cas voilà, c'est pas un pur avant-centre. La preuve en est, il n'est pas forcément utilisé de cette manière-là à Montpellier. On était déjà allé chercher Tanguy Koulibaly, donc ça questionne un petit peu. Après on ne sait pas quelles opportunités le MHSC a eu ou n'a pas eu
véritablement sur ce mercato. Peut-être dernière question très rapide pour toi, Clément, simplement c'est quelque chose que j'ai vu tourner sur Twitter, notamment autour des copains de la team du Space MHSC. Question plus anecdotique, mais à la 85e minute de jeu dans ce match, Montpellier a un penalty, Montpellier mène 2-0. TJ Savanier effectivement est l'artilleur en chef sur les penalties. Est-ce que pour toi tu as compris le fait qu'il le tire et que par exemple en tant que capitaine il ne le laisse pas tirer à Accor Adams justement, c'est peut-être l'occasion sur un péno de refaire prendre de la confiance à ton avant-centre? Et c'est une bonne question que tu me poses, parce que au stade je me suis posé vraiment la même question au même moment quand il y a eu penalty. Je me suis dit, parce que en fait Adams, quand il rentre, il a une occasion d'entrée et il la rate, en tout cas du stade. Moi je suis un peu loin de l'action, mais j'ai l'impression que c'est un vrai raté qu'il fait. En ce qui concerne le penalty, c'est vrai que tu mènes 2-0, t'es à la 85e minute, tu peux te permettre, je pense, de le laisser à Adams, parce que même si voilà, Savanier doit faire ses stats et puis c'est un leader, c'est lui qui tire les pénaltys, on sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu très clairement à Rennes, où quand c'est pas le vrai tireur qui tire, parfois ça rate. Mais je me dis qu'en fait, dans un manque de confiance comme ça, c'est important pour moi, pour un capitaine, de mettre en fait ces hommes dans une bonne dynamique. En fait, on le voit qu'aujourd'hui Accor Adams, il est pas dans une bonne dynamique, et en tant que capitaine, tu dois permettre à ce genre de gars de retrouver de la confiance. Et je pense que ça peut venir d'un seul but, d'un penalty. T'es dans une période un peu compliquée, t'es dans un match que tu maîtrises de bout à bout, tu mènes 2-0 à la 85e, pour moi il peut le laisser, mais c'est pas non plus un scandale de le prendre. Pour Montpellier, effectivement, à 2-0 à la 85e, en ce moment, les occasions sont rares, donc il y avait peut-être une occasion de refaire de la confiance pour Accor, même si on comprend aussi la volonté d'avoir voulu assurer le match et éviter de se faire peur en fin de match. Voici pour la page sur le MHSC, il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire, mais vous le savez, on est multisport, on évoque tous nos clubs montpelliérains dans notre émission, donc pour en savoir plus justement et continuer à parler du MHSC, n'hésitez pas avec nous à suivre le Space MHSC après notre émission. J'enchaîne simplement très rapidement avec les autres résultats de nos équipes locales, parce qu'il y a eu quelques événements et en plus plutôt des belles satisfactions. Je démarre tout d'abord avec le MHB. J'étais d'ailleurs au match de Ligue des Champions cette semaine avec nos anciens chillers Guillaume Kassachvili, et victoire très convaincante à domicile face aux Slovènes de Cellier, dernier de la poule, sur le score de 32-21, donc avec un écart de plus 11, un succès synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc c'est une très bonne nouvelle pour Montpellier. Les joueurs de Patrice Calaillat enchaînaient ensuite ce dimanche à l'extérieur contre le Dijon Métropole Handball, victoire 32-28 pour un match qui comptait pour la 17e journée de Star League. Une autre victoire, et celle-là on l'avait pas forcément vu venir, c'est celle du MHR après une semaine animée en coulisses avec l'arrivée de Christopher Tolofua depuis Toulon et le chemin inverse réalisé par son ouvreur italien Paolo Garbisi. Les supporters d'ailleurs à raison ont un petit peu râlé sur le fait que l'ouvreur italien n'ait pas le droit à une sortie un petit peu plus digne devant ses supporters du GL Stadium, lui qui était un homme important du titre en 2022, mais le MHR s'est offert, surtout côté terrain, le scalp du Racing à la Paris La Défense Arena, une victoire référence 44-20 pour les Cistes avec le bonus offensif et 5 essais à la clé. À l'issue de la 15e journée de top 14, le MHR laisse, et c'est pas un petit événement, la dernière place du championnat à Oyonnax, largement défait à Toulouse 61-34. Il y avait ensuite un match aussi pour les Gazelles du BLMA. Malheureusement, c'est une défaite dans une semaine un petit peu particulière où le BLMA a annoncé le départ inattendu de notre international Mariam Badian à quelques mois des Jeux Olympiques pour le club turc de Fenerbahçe. Sans doute une occasion qu'il était difficile de louper pour notre joueuse, et notre équipe a été défaite ensuite de manière assez logique malgré une bonne première mi-temps où on avait tourné à 49-48 en notre faveur. À la mi-temps, on perd contre l'Asvel ce week-end sur le score de 92-74, victoire plutôt avec autorité en seconde mi-temps du club de Lyon-Villeurbanne. Le BLMA est 5e de LFB avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites, derrière un quatuor qui est toujours mené par Villeneuve d'Ascq. Les Vipers jouaient leur avant-dernier match de la saison régulière, c'était un match en retard de la 15e journée de D2, et malheureusement ils se sont inclinés, c'est rare cette saison, mais c'est la deuxième défaite de rang face au HCMP qui est le leader tout simplement de la poule à Méribel, 7-4, plombé par un second tiers-temps où nos joueurs ont encaissé un redoutable 5-0, un coup d'arrêt pour les Vipers
Vipers donc, même s'il reste 3e de la poule B derrière le HMP et Villard-de-Lans, avant de recevoir les 4e Roanne lors de la dernière journée de la phase régulière le 24 février prochain. Il y avait ensuite un match pour le MHR féminin et c'est une large victoire 52-7 avec le bonus offensif contre les franciliennes de Bobigny. Après cette journée, le MHR féminin est en solide 3e de la poule 1 derrière le Stade Bordelais et l'ASM Romagna. Et puis enfin, un match pour les Hurricanes, c'était en football américain et c'est la première victoire de la saison pour notre club pour le compte de la deuxième journée de la conférence B de la 3e division avec une victoire 17-14 face aux Sharks de Valence. Montpellier qui s'était incliné lors de la première journée face aux Centurions de Nîmes dans le derby 17-14. Enfin, il y avait un événement important à Montpellier, c'était les championnats de France de taekwondo qu'on accueillait du côté du FDI Stadium pendant que nos handballeurs étaient à l'extérieur. Très bel événement pour Montpellier, le club du 3 MTKD et de son président Karim Bellassène. Au niveau des résultats marquants, j'en donne un, celui du Montpellierin Omar El Yazidi, licencié au 3 MTKD, qui est devenu pour la 4e année consécutive champion de France de la catégorie des plus 87 kg. Ce week-end des championnats de France a également été marqué par le retour à la compétition à la surprise générale de Pascal Gentil à 50 ans, 8 ans après son dernier titre national. On va prendre une première pause musicale dans Sport & Chill avec le son de... J'ai oublié l'agenda, excusez-moi, mais que va-t-il se passer si je donne pas l'agenda à notre chiller? On passe tout de suite à l'agenda avant la pause musicale. Sport & Chill, l'agenda 100% montpellierin. Tellement de résultats et de beaux résultats que j'en oubliais de donner les rendez-vous de la semaine. C'est bien rare. Et ça démarrera donc mercredi soir avec le déplacement pour le MHB du côté de la Pologne et du club du Wisła Płock à 20h45 pour la 12e journée de la Ligue des Champions. Un rendez-vous ensuite jeudi, le déplacement pour l'AT Montpellier du côté de Beşiktaş en Turquie à 20h pour le quart de finale aller d'Eurocup Women pour nos joueuses du BLMA. 3 rendez-vous ensuite samedi, la réception très importante de l'Aviron Bayonnais pour le MHR à 15h pour la 16e journée du top 14 au GL Stadium. Le dernier match donc de la saison régulière à domicile pour les Vipers face à Roanne à 19h. Pour la 18e journée de D2 de hockey sur glace à la patinoire Vegapolis. Le déplacement pour nos volleyeurs du MHSC Volley du côté de Poitiers à 19h30 pour la 22e journée du championnat. Et 4 rendez-vous ensuite dimanche. Les Hurricanes en foot US recevront les Canonniers de Toulon à 13h pour la 3e journée de D3. Le Casque d'Argent au stade Sabaté, un déplacement pour le MHR féminin du côté du stade français Paris à 15h pour la 8e journée de la poule 1 du championnat d'élite féminine. La réception pour un des matchs importants aussi de cette saison régulière pour les gazelles du BLMA, c'est le Basketland, une équipe mieux classée à 16h au Palais des Sports de Latte pour la 17e journée de LFB. Et enfin, le MHSC se déplacera pour le match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 dimanche soir à 20h45 à l'Orange Vélodrome pour défier l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, on peut bien prendre notre première pause musicale de la soirée avec un son de Gringe en featuring avec Orelsan Vald et Suicon Blaze, qui dit mieux. Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai des pieds dedans. Dans la bouche un arrière-goût d'essence, comme si le rap me disait que tout était sans fait. Mais je vais prendre la poudre des scampettes, j'avance comme cavalier sans tête. Je cherche à me faire habiller sans fait. Vous feriez pareil si vous saviez chanter. Patate, patate, white widow. Je jette son Mac par la window. T'attrapes sa chatte par Wigo. Tu dragues madame par icône. Les gars, je reste pas parmi vous. Dites peur que je suis pas parti tout seul parce que comme vous, je suis fou. Et comme fou, je suis vous. Le diable va taper, barbere, genre ma tape. Je sais pas combien, j'ai tendance à bloquer par l'ombre, disons que dans tous les cas je vais cartonner. Je remplis les mesures de feuilles blanches. Pour moi tous ces mecs ont des gueules d'ange. Plusieurs vies, une seule danse. Une table pour les écarteler. Ta pétasse à sa robe de mariée sur son profil Tinder. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demande d'un chromo dealer. Je mise un poids multicolore, j'ai le flow d'un tapis twister. Bande de suiveurs, sur la liqueur, mais la petite sœur happy hour, j'arrive à l'heure. Enculé, pourquoi tu poses une photo pas nue quand c'est froid? Smiley, 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 smiley sur le 3e doigt. Je les aide à percer, en fait je les aide à prendre la grosse tête. Je préfère celui qui flex à celui qui fait semblant d'être modeste. Être honnête, j'aime les problèmes, je suis parano, je suis connu, cache la cam avec une gommette, Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Balou, ferme-la pour toujours, dis-moi qui dit le whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre.
J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Finis-le, 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 finis-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 8001, 10 000 10 000 Mon patron m'a dit je suis sur contre-verre à dissipe. Ça perd l'hypopète, parle pas des ex, parle pas des prophètes. Ça parle chinois, au mieux ça sait faire des fautes d'orthographe. Je suis dans des beaux draps, je voulais sauver le monde et puis j'étais là. Mes yeux sont fermés comme si j'avais tout vu. Je pense comme un documentaire sur YouTube avec la musique de Requiem for a Dream. La guerre est voulue, la bouche est cousue, la couche est moulue, ça noircit les poumons, ça jaunit les moulures. Je suis seul au monde, il me faut de la monnaie, plus que ça l'homo. Je fais pas l'aumône, j'essaie d'être honnête, c'est ça le plus dur. J'écris des poèmes, j'ai même pas de culture. Crois qu'ils ont raison, le temps n'existe pas. Enfant soldat n'a pas vraiment de futur. C'est froid et lugubre dans les environs et le pipeau est joli. Chacun sa diction, 2 cœurs dans les yeux juste avant l'aubergine. Ça fait plus mignon, je vais faire des millions et puis des milliards. Racheter le pouvoir, risquer les impôts. Comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot, quand j'avais pas de buzz, quand j'étais pas beau. Entre nuit fauve et noce rebelle, ça y est, j'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je retombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisse de rupture qu'on a consommé de nuit de noces. Enfoirés, c'est nous les enfants du divorce. Et vite rayon du soleil comme chauve-souris, tête à l'envers, rien n'a changé. Les gars, qu'est-ce qu'on glande aujourd'hui? Sûr qu'on va se détruire comme la dernière fois. Mais le problème, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois. Merde. Esprit éclairé mais de mode de vie sombre. C'est le premier album et j'arrive on flic. Missile dans vos mères, j'ai tous vos Kim Jong. Et passe-moi la liqueur, c'est de la Volvic. Tu demandes pourquoi l'attente était si longue. C'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe. Et si tu me follow, je peux viser juste pour te foutre en l'air comme au beer pong. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Balou ferme la porte aujourd'hui, dis-moi qui dit mieux. Whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Finis-le, 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 finis-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 8001, 10 001, 10 001. Mon patron m'a dit je suis sur contre-verre à dissipe. Et de retour sur Radio Campus Montpellier, vous écoutiez un son de Gringe en featuring avec Orelsan, Vald et Suicon Blas de l'album de Gringe, Enfant Lune, qui dit mieux. Et de notre côté, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Sport & Chill, l'actualité de la semaine. Et dans l'actualité de la semaine sur Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier, on va vous parler tout d'abord de biathlon. C'est notre focus, évidemment, de la soirée. Viennent de se terminer les championnats du monde du côté de la République tchèque et de Nové Mesto. Et on va tirer tout simplement le bilan pour notre équipe de France des mondiaux qui ont souri, on peut le dire, à la délégation tricolore. Et le week-end n'aura pas dérogé à la règle, les Bleus nous offrant un feu d'artifice pour la conclusion de ces championnats du monde. Le relais dames, tout d'abord samedi, composé de Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, a été sacrée pour la première médaille d'or de l'histoire du biathlon français en relais pour les féminines. Excusez du peu. Leurs homologues masculins, eux aussi, ont remporté une belle médaille. Ensuite, la médaille de bronze derrière la Suède et la Norvège, même si on était tout proche de l'argent sur ce dernier sprint face à Christiansen. Enfin, dimanche, les Bleus ont ajouté 3 breloques à leur collection, avec d'abord le titre sur la Mastart pour Justine Brezas-Boucher, ce sera d'ailleurs dans notre son de la semaine en clôture de l'émission, et la médaille de bronze sur cette même course de Lou Jean Monod derrière Lisa Vitozzi en argent. Avant la première médaille individuelle, c'est finalement ce qui nous manquait chez les hommes pour Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart dominée par Johannes Bö pour son 20e titre mondial, égalant la légende norvégienne Ole Einar Bjørndalen. Finalement, j'allais vous dire des mondiaux historiques pour Johannes, mais des mondiaux aussi historique pour notre équipe de France, parce que le bilan final c'est 13 médailles, 6 en or, 1 en argent et 6 en bronze. On n'avait tout simplement jamais fait aussi bien sur des mondiaux. L'équipe de France qui termine bien évidemment avec ce bilan en tête du classement des médailles devant la Norvège, ce qui n'arrive pas si souvent. Grande artisane de ce succès, Julia Simon repart avec 5 médailles, mais elle n'est pas toute seule à avoir fait des grands résultats. C'est aussi le cas donc de Justine Brezas et de Lou Jean Monod dont on parlait un petit peu plus tôt, avec notamment 5 médailles à L2 en individuel, faisant de cette équipe de France féminine une redoutable machine à scorer, comme l'indiquait l'équipe. La première course individuelle de ces championnats du monde aura été sans nul doute, j'allais vous dire, la cerise sur le gâteau avec
un quadruplé historique des Français sur le sprint, avec l'or pour Julia Simon, l'argent pour Justine Brezaz et le bronze pour Lou Jean Monod et la 4e place enfin de Sophie Chauveau. Mais c'est aussi collectivement que nos athlètes auront brillé, remportant systématiquement une médaille en relais, dont 3 titres, relais mixte simple et donc le relais dames dont je parlais au tout début de cette introduction. J'avais une première question pour vous, messieurs, sur les championnats du monde de biathlon. Est-ce nécessairement évidemment la satisfaction, j'allais vous dire, qui prédomine après un bilan que l'on imaginait, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté, Clément, mais pas aussi flamboyant que ce que l'on a vu. En tout cas, c'est pas ce que annonçait initialement la fédération et j'allais dire les filles qui étaient rayonnantes sur la Coupe du Monde ont confirmé sur un grand événement que sont ces mondiaux. Ouais, bien sûr, quand on voit le niveau qu'a la Norvège et le nombre de champions qu'elle a dans ses rangs, en fait, tu pouvais pas forcément t'attendre à prendre une première place de cette manière. Mais en fait, la France prouve qu'elle est une vraie nation de biathlon et que chaque année, elle forme des grands athlètes, des grands... des super, je sais pas comment on dit, biathlètes, pardon, ouais, super biathlètes. Et puis on voit que chaque année, par exemple Lou Jean Monod qui a survolé une des courses que j'avais regardées. Enfin, c'est absolument extraordinaire ce qu'on a fait cette année encore une fois. Et puis en fait le biathlon s'impose un peu plus comme un vrai sport en France qui est déjà fait des audiences, mais aussi qu'on performe. Enfin, je veux dire, sur le dernier relais, on a eu plus d'1 million de spectateurs sur l'équipe. Ça fait beaucoup de parts d'audience, plus de 3,9% de parts d'audience sur les 2 relais féminins et masculins. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour ce sport en France, même si on attend maintenant les unes de l'équipe. Mais bref, non, mais sinon, une super compétition encore. Puis je tiens à faire une dédicace à nos amis Rémi et Valentin, qui sont des grands fans et des grands passionnés. Ils n'ont pas pu être avec nous ce soir malheureusement, mais on les embrasse bien sûr. Qui ont commenté d'ailleurs sur une petite chaîne Twitch. On a repartagé ça, ils se sont bien amusés sur notre compte Twitter Sport & Chill. Yacine, peut-être ta réaction aussi sur ces championnats du monde de biathlon. Il n'y a pas si longtemps, on avait tendance à analyser les choses en se disant qu'on avait des messieurs qui performaient dans le sillage de Martin Fourcade et que c'était les filles qui étaient en dedans. Et cette fois-ci, c'est l'équipe de France féminine qui rayonne sur cette saison 2023-2024. Autant chez les hommes, on a eu une dictature norvégienne, on peut appeler ça comme ça. Autant chez les femmes, je viens de voir, j'avais vu aussi ce week-end, c'était assez fascinant. C'est que sur toutes les courses, que ça soit individuel ou relais ou mix, etc., enfin en tout cas du côté femmes, tous les podiums sont tracés par les Françaises. Tous les titres sont occupés par les Françaises, hormis le 15 km individuel remporté par Lisa Vitozzi. Malgré tout, Julia Simon a réussi à décrocher le bronze, donc elles sont présentes sur toutes les courses qui ont été disputées la semaine dernière. Comme tu le dis, Romain, aujourd'hui, ça a été la prise de pouvoir des femmes qui sont déjà bien représentées en termes de performance, en termes de nombre, et je vois pas en fait ce qui pourrait contrecarrer cette domination française dans les futures années. On voit évidemment des Suédoises, des Allemandes, des Italiennes, on les connaît aussi. Enfin, les Françaises, elles ont, je pense, tous les moyens, elles ont encore l'âge, parce que elles sont pas forcément si âgées que ça, pour continuer cette domination, et c'est vraiment de très très bon augure, y compris pour les JO qui vont arriver dans 2 ans. La France qui a notamment pris, l'avantage, Yacine, sur la Norvège chez les féminines. Si on est d'accord, il y a un peu une dictature, pour reprendre tes mots, norvégienne chez les garçons, avec victoire sur victoire. Chez les filles, ça a été beaucoup plus compliqué de faire le saut justement entre les championnats du monde, enfin entre la Coupe du Monde et les championnats du monde pour justement les Norvégiennes, à l'image d'Ingrid Tendrevold. Il y a Vitozzi qui a pris quelques métaux aux Françaises, mais on a vraiment trusté ces podiums. C'est évidemment un élément marquant de cette analyse. Et puis par ailleurs, question qu'on peut se permettre, même s'il faudrait comparer les époques, c'est pas évident, est-ce que pour toi on a tout simplement, la meilleure équipe de France féminine de biathlon? Moi, je tends à te répondre oui, pour ma part, parce que certes, il y a eu des Marie Dorin-Habert, il y a eu des Anaïs Bescon, mais là, c'est par rapport, au fait qu'on a une équipe où toutes les filles peuvent faire des médailles, et comme tu le disais, en individuel comme en relais, ça a été tout simplement exceptionnel, ce qu'on a vécu. Comme tu le dis, en fait, si tu veux, le débat de la génération plus performante qu'une autre, etc., elle se fait malheureusement par les faits. Si tu as du talent, il faut aussi le prouver par les médailles. En plus, le biathlon a quand même cette particularité, comme d'autres sports, un peu comme le cyclisme, etc., de pouvoir truster des médailles en Europe, dans le monde, avec la Coupe du Monde et les championnats du monde, chaque année en fait. Donc il y a des moyens souvent de ramasser des breloques, et force est de constater que depuis l'an dernier au moins, les Françaises ramassent beaucoup plus de breloques que sous les Marie Dorin-Habert, ou que c'est le moins breloque qui te fait rien. Je ne fais pas.
Bien sûr, c'est normal. Elles en ramassent beaucoup plus qu'il y a quelques années où on avait du talent mais pas suffisamment forcément de résultats probants. Donc pour l'instant, c'est ce qui apparaît être le meilleur. Et finalement aussi, j'allais dire un groupe qui se tire tous ensemble vers le haut et qui a l'air de plutôt bien fonctionner, là où en coulisses on avait pu entendre des histoires pas forcément reluisantes entre Justine Breza et Julia Simon. Ça n'a pas empêché ces filles de briller ensemble avec cette image forcément sur le relais dames qui restera un moment important. Petite question rapide pour toi, Guillaume. J'allais dire c'est un sport forcément que tu vois d'un peu plus loin, mais j'allais dire une discipline qui devient, comme le disait Clément, importante dans le paysage du sport français, diffusé sur la chaîne L'Équipe et qui plaît indéniablement au public français au regard des parts d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend et est-ce que justement ces performances, ça te pousse aussi toi de ton côté à t'y intéresser un petit peu plus à cette équipe de France? Eh ben oui, je suis admiratif parce que j'ai vu le bilan passer dans le week-end. Je crois que c'est 13 médailles dont 6 d'or, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est quand même une performance incroyable. J'ai vu qu'il y avait des performances notamment dedans qui étaient assez historiques, donc ça prouve quand même que ça travaille bien, c'est encourageant, ça donne envie évidemment de regarder. Moi qui suis évidemment pas fan de la première heure, mais ça intrigue en tout cas, et c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même agréable à voir, je trouve. Après, je suis épaté parce que j'avais suivi qu'il y avait eu des histoires en interne qui n'étaient pas forcément très encourageantes pour l'événement, et je trouve qu'elles ont été hermétiques à tout ça, et qu'on va dire le biathlon a laissé place à tout ce qu'il y avait autour. Donc sur ça, je tire le chapeau parce que quand il y a des choses en externe qui éclatent comme ça, de rester en interne sérieux, focus sur la compétition et de performer comme ça derrière, je trouve ça beau, donc chapeau à tous. Il reste un mois de compétition, Guillaume, et 3 manches de Coupe du Monde. Oslo, Holmenkollen en Norvège du 29 février au 3 mars, aux États-Unis ensuite, à Soldier Hollow du 8 au 10 mars, et enfin à Canmore du 14 au 17 mars au Canada. On verra quelles seront les ambitions pour la suite de la saison de nos Françaises, mais il y a encore des objectifs à aller chercher, notamment pour Justine Brezas-Boucher, Julia Simon, qui vise tout simplement le gros globe de cristal de la Coupe du Monde de biathlon face à des biathlètes tels que Ingrid Tendrevold qui a un peu marqué le pas lors de ses mondiaux en République tchèque, ou encore face à l'italienne Liza Vitozzi, visiblement en grande forme, notamment au tir où elle a fait, je crois, qu'une seule erreur dans toutes ses courses individuelles. Donc finalement, si elle avait eu de meilleures performances sur les skis, elle aurait sans doute encore plus embêté nos Françaises. Donc affaire à suivre, et puis on espère évidemment que nos garçons vont aller aussi chercher quelques podiums sur la fin de saison, avec notamment un Quentin Fillon-Maillet qui a l'air d'aller mieux à l'image de sa 3e place grâce à un 20/20 sur la Mastart, dominé, je le disais, par Johannes Beu. Voici pour cette page biathlon. De notre côté, on va passer tout de suite à La Parole est aux Chillers. Sport & Chill. La parole est aux Chillers. Et dans La Parole est aux Chillers, plusieurs sujets que mes chroniqueurs souhaitaient aborder avec vous. Et je vais démarrer avec un des sujets brûlants, en tout cas coup de gueule de cette semaine. Il était pour Guillaume, qui n'a pas été ravi, on peut le dire, de ces 8e de finale aller d'Europa League pour nos clubs français. Ah, c'est un euphémisme. On parlait de Français qui travaillaient bien avec le biathlon. Là, c'est pas trop le cas. Je pense que je pourrais faire ce coup de gueule un peu chaque année, malheureusement, puisque chaque année, on est déçu par les performances hors PSG de nos clubs français sur la scène européenne. C'est un constat qu'on peut aussi mettre en parallèle avec le niveau de la Ligue 1 que je trouve s'affaiblit un petit peu chaque année. Ça se confirme un petit peu en Europa League. Alors je répète un petit peu les performances. On va dire que le club qui pour moi s'en sort le mieux entre guillemets dans le pire, c'est Toulouse quand même qui perd juste 2-1 à Benfica. Toulouse qui est quand même un candidat au maintien, qui était il n'y a pas très longtemps en Ligue 2, donc c'est quand même à noter que c'est pas une si mauvaise performance. En toute fin de match. Voilà, donc ça c'est quand même. Je vais être un peu moins dur avec eux, mais c'est des clubs surtout comme Marseille qui se veut être quand même un club important de notre championnat, un club ambitieux sur tous les plans, qui en plus a la bonne idée d'être pas très constant et irrégulier en championnat. Je trouvais que c'était une bonne idée peut-être de performer en Coupe d'Europe, notamment contre une équipe du Shakhtar qui ne joue même pas encore en championnat et qui certes est une équipe habituée aux joutes européennes, mais qui n'est pas non plus un grand club de renommée qui pourrait en tout cas titiller une équipe comme Marseille, selon moi en tout cas, qui dans ne le joue pas à projet. domicile en plus. Qui ne joue même pas à domicile, qui a des pire, conditions difficiles. Moi, le cocktail
Stade délocalisé plus impréparation physique depuis quasiment 2-3 mois, parce qu'on peut parler d'impréparation, si tu joues pas en championnat depuis 3 mois, c'est que t'es pas préparé. Bah non, en fait ils réussissent à recoller au score 2 minutes après, quoi. Alors peut-être qu'ils se qualifieront les Marseillais, mais bon, ça aurait été difficile et trop difficile pour une équipe en face qui pour moi devrait être facilement abordable et devrait gagner les 2 matchs facilement pour moi. Après il y a une équipe qui m'a beaucoup plus déçu parce que j'en attendais peut-être beaucoup, c'est Lens qui a eu un beau parcours en Ligue des Champions avec notamment cette super performance contre Arsenal et qui là face au 8e ou 9e je crois de Bundesliga, donc pareil un club qui est vraiment à la hauteur, Fribourg à la hauteur de Lens, a fait presque un non-match, j'ai l'impression. Il y avait pas l'envie que je vois souvent en Lens et ni le talent non plus. Pourtant en championnat ça va beaucoup mieux, là j'ai été beaucoup déçu. Je leur souhaite évidemment une qualification, mais ça sera difficile parce qu'il faudra se déplacer là-bas et bon, il n'y a pas eu de but d'avance, donc ça sera très compliqué. Et le dernier, lui aussi, j'en entendais pas grand-chose, mais ça fait pas mal d'années que j'entends pas grand-chose. C'est Rennes qui se veut être un club ambitieux aussi en Ligue 1, qui veut être régulièrement sur la scène européenne chaque année, qui a des moyens maintenant, faut pas le nier. Des clubs comme Marseille et Rennes, ça a beaucoup de moyens, c'est des gros budgets, et qui là, bon, certes joue un Milan AC qui marche plutôt bien quand même en Serie A, mais c'est pas le grand Milan qui va jouer le titre normalement. Tu me interromps, Yacine. Mais voilà, n'a pas existé sur ce match de Coupe d'Europe, n'a pas été au rendez-vous, ne sont presque pas déplacés, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est hormis les supporters. Hormis les supporters qui eux étaient nombreux, mais les ambitions étaient beaucoup moins nombreuses sur le terrain. Donc voilà, c'est un coup de gueule que je pourrais faire un peu chaque année comme je disais, mais j'ai envie de le faire parce que ça prouve que ça travaille pas si bien sur des clubs qui normalement ont les moyens, les infrastructures pour travailler, pour progresser. On voit pas de progression et notamment sur la scène européenne je trouve que c'est encore plus criant face à des clubs qui en face sont pas au niveau des moyens de nos clubs français, mais qui pourtant ont toutes les exigences et l'ambition et font les choses bien pour répondre au rendez-vous d'une scène européenne qui se veut très exigeante. Yacine, tout d'abord, ta première réaction avant de faire réagir Clément là-dessus. Je sais qu'il forcément il y avait un match par un prisme non français qui t'intéressait en tant que supporter rossonero du Milan face donc au Stade Rennais. Moi j'entendais Guillaume qui dit non, j'attends pas grand-chose. Moi justement, comme tu l'as dit ensuite, au vu des moyens de ce club, au vu quand même des individualités qu'il y a dans cette équipe, moi j'attendais plus sur ce match clairement contre Milan, en tout cas pas qu'ils prennent 3-0. Simplement ton retour sur le match que je sais que tu as vu et où tu m'as dit malgré tout justement que Milan avait eu une certaine efficacité pour pouvoir tuer le match contre Rennes. Après pour autant c'est quand même un vrai coup d'arrêt, un vrai échec pour Rennes que de perdre ce match 3-0 qui leur enlève quasiment toute chance au match retour. Alors oui, efficace, mais c'était ouvert des deux côtés, surtout pour le Milan. J'ai envie de dire qu'il aurait pu avoir 4-5-0 aussi. Moi ce qui m'a un peu embêté c'est aussi l'approche du match. Rapidement, ils avaient acheté une page de la Gazzetta, qui est le plus grand quotidien sportif italien, pour dire en fait les rouges et noirs défient les autres rouges et noirs, donc en fait vous allez voir ce que vous allez voir, on va être au niveau. Bon en fait si c'est pour faire cette figuraccia, donc en fait cette mauvaise figure, en fait c'était pas terrible. Moi j'ai trouvé des joueurs effectivement qui étaient soit intimidés, je sais pas, ça me paraît bizarre parce qu'il y a des joueurs expérimentés, soit juste pas concernés, alors que c'est quand même une coupe qui est belle à aller chercher. En plus bon tu vois 3-0 ça clôt un peu les débats et tu n'espères pas grand chose de retour, alors que je pense que pour cette équipe t'affrontes pas le bilan du siècle, loin de là. Et je pense que tu vois, avec un score un peu plus étriqué, tu aurais pu la jouer au retour. Et en plus, tout peut t'arriver très vite, même si on a mis fin à la règle du but à l'extérieur, etc. 2-0, tu peux enflammer le résultat, tu peux retourner le score. 3-0, ça va être un peu plus limite. Et je réagirai rapidement sur Lens. J'ai été un peu déçu, parce que tu as bien fait de préciser au tout début, Lens affrontait une équipe qui était à peu près son équivalente en championnat allemand, ce qui donc a été respecté. Mais quand tu regardes un peu les occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu un manque, tu as l'impression qu'ils n'étaient pas là, alors que Lens, c'est un peu ce que je qualifierais, l'Europa League, c'est pour Lens un genre de domaine naturel actuellement. Ils doivent la jouer à fond, et c'est pas l'impression qu'on a eu sur le match de jeudi. Donc voilà. Rapidement, ta réaction Clément. Ouais, non, moi je pense que c'est aussi l'erreur des clubs français de pas avoir été capable de se qualifier en étant premier en fait. Parce Rennes notamment. Hein. Ouais, Rennes. Et c'est la deuxième année d'affilée d'ailleurs. C'est ça, donc en fait tu te retrouves forcément contre des équipes qui viennent de Ligue des Champions. Et en fait, t'as aussi ce mal en fait de la Coupe d'Europe qui revient et on le voit particulièrement à Rennes qui roule sur le championnat depuis déjà quelques journées et qui dès qu'ils arrivent en Europe, hop, ça se crispe un peu et ça sait plus vraiment jouer au foot comme ils en ont l'habitude.
Ouais, tout à fait. C'est clair, vraiment une équipe à deux visages et qui pourrait nourrir des ambitions en Europe et finalement on risque de ne pas voir grand-chose avec le risque d'avoir assez peu de clubs qualifiés effectivement au prochain tour. Exactement, parce qu'en fait on va se retrouver peut-être avec les 4 clubs qui vont être éliminés dès la fin de la deuxième journée de barrage en fait, parce que tu te retrouves avec un Marseille qui certes va rejouer à domicile, mais en fait tu sais plus à quoi t'attendre avec cette équipe. Lens qui va peut-être pouvoir le faire, mais enfin Toulouse je les aime beaucoup, hein, on les embrasse bien sûr, mais je veux dire contre Benfica ça va être compliqué. Et enfin, Rennes qui perd 3-0, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Et affaire à suivre ensuite en Ligue des Champions et en Conference League aussi, où il y a toujours Lille. Il y a Lille qui doit aussi la jouer à fond. Je pense que c'est une compétition, comme l'avait dit tout à l'heure Yacine, qui peut être à l'avantage de Lens en Europa League. Bon là, ça va être compliqué. Mais je veux dire, Lille est tout à fait capable aujourd'hui d'aller très loin dans cette compétition. Lille qui est 3ème de Ligue 1 et qui s'est imposé avec un triplé de Jonathan David ce week-end. Je te redonne la main. Clément, pour ton coup de cœur, tu voulais nous parler de Yannick Sinner et je ne suis pas très surpris. Yannick Sinner est-il le meilleur joueur du monde ? Écoutez, je vous pose la question parce que le jeune Italien de 22 ans n'est toujours pas redescendu de son nuage. Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, il disputait la semaine dernière son 2e tournoi de la saison 2024 à Rotterdam. Déjà vainqueur l'an dernier, il n'a pas laissé une seule miette à ses adversaires. Je sais plus son nom, comment on le prononce, mais Van Schulp en 2-7 au premier tour avant d'écarter Monfils en 3, puis Raonic en 2 après abandon. Il terrasse Griekspoor en demi-finale, sensation du tournoi 6-2, 6-4 avant de se défaire de l'impressionnant Alex de Minaur en finale 7-5, 6-4. On ressent chez ce garçon une vraie libération, celle d'avoir gagné, celle de se dire que c'est bon, le plus dur est fait, je suis libéré. Il n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il a battu le meilleur, celui qui terrorise la planète tennis depuis des années, 2 fois en fin de saison passée. Et alors qu'on se demandait s'il pouvait atteindre les demi-finales de Grand Chelem, ce dernier a survolé celui de Melbourne, annonçant clairement ses intentions. Alors est-il meilleur joueur du monde ? Aujourd'hui oui, sans aucun doute, mais il faudra rester constant sur la durée. 12-0 depuis début janvier, mais qui sera le premier à le stopper ? Le coup de cœur est passé pour toi, Clément, qui espérait t'en parler fin 2023, avoir une grande saison pour Yannick Sinner. En tout cas, le début de saison est à la hauteur de nos espérances pour Yannick Sinner, désormais 3e mondial. On enchaîne avec un autre sujet dans la parole des Chiller. Je sais que c'est toi, Yacine, qui voulait faire un coup de cœur. Et c'est pas fréquent, mais on va faire un coup de cœur pour du sport français alors qu'on n'est pas monté sur un podium mondial. Exactement, en fait, moi je voulais mentionner la performance des poloistes, je crois qu'on appelle ça comme ça, des water poloistes. Tout à fait. Français, lors des championnats du monde de water polo qui se déroulaient à Doha. Leur petite précision, ils se déroulent en même temps que les championnats du monde de natation en général. Donc ils étaient aussi présents l'an dernier. L'an dernier, ils étaient éliminés en quart de finale. C'était à Fukuoka au Japon. Et là, cette année, bien qu'ils étaient, je vais récapituler, ils étaient aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils avaient fini 11e. Donc la dynamique était moyenne sans plus. La France n'ayant jamais été forcément une grande nation de water polo. Donc ils abordaient cette compétition avec les éternels favoris. On va les faire rapidement en water polo: l'Italie, la Croatie, la Hongrie. C'est les 3 nations majeures du water polo qui est essentiellement européen. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que les Français ont surpris tout leur monde. Les hommes de Thomas Bruzzo, en effet, dès les quarts de finale, en tout cas, réussissaient déjà à se qualifier, ce qui était une belle performance. Et comme je l'avais dit, c'était leur plafond de verre. Eh bien, ils l'ont franchi, ils l'ont même brisé en éliminant les non-nuples champions olympiques et quadruples champions du monde, les Hongrois, 11-10, pour finalement s'incliner en demi alors qu'ils étaient menés et qu'ils étaient bien revenus. S'inclinent en prolongation, ils étaient arrivés en prolongation et ils perdent au tir au but face aux Croates. Et puis après, ils perdaient le match pour la 3e place face à l'Espagne sur le score de 14-10, donc un score un peu plus large. Je finis rapidement sur la Croatie. La Croatie, en fait, c'est très cocasse, gagne leur demi et la finale au tir au but, donc champion du monde face aux Italiens. Voilà, je voulais faire un petit coucou au water polo français qui en fait a atteint une demi-finale historique mondiale. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Thomas Vernoux, qui est un peu la star du cercle des nageurs marseillais et qui évolue du coup à Marseille. C'est de bon augure à quelques mois des Jeux Olympiques. Ça met aussi un coup de projecteur alors médiatique. On espère que ça sera diffusé aussi, en sachant que le service public aura aussi les droits des Jeux Olympiques comme chaque Olympiade. On espère qu'on les verra un peu plus, parce que la dynamique en fait du water polo est aussi annuelle.
il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas à l'été qui va arriver très vite. Et moi, je me réjouis de découvrir un sport que, objectivement, je vais le dire honnêtement, je ne regardais pas, que je ne connaissais pas, que je trouve évidemment, comme tout le monde, très très physique. Mais ça m'apprend, en tout cas, à connaître des joueurs français que je ne connaissais pas. Et j'espère que les Français aussi en feront de même parce que c'est vraiment un beau sport et une super performance pour le sport français, il faut se signaler. Coup de cœur passé pour toi, Yacine, et qui était mérité pour nos poloistes dont on ne parle pas si souvent. Et on reparlera aussi bientôt de notre équipe de Montpellier, le Montpellier Water Polo, qui reprendra la compétition en championnat au mois de mars prochain. Et effectivement, peut-être, en fonction d'une très bonne compétition à domicile, une chance de médaille pour nos poloistes qui ont en tout cas le droit de rêver après cette compétition réussie et où ils étaient pas loin de la finale. Et malheureusement, c'est le côté cruel des fois en sport. Ils finissent 4e au pied de ce podium. Je termine avec un autre coup de cœur pour le premier titre de l'histoire du Paris Basketball en finale de la Leaders Cup. Une belle histoire là aussi pour un club qui a été créé simplement en tant qu'entité Paris Basket en 2018 et qui a remporté donc le premier titre de sa jeune histoire en s'imposant en finale de la Leaders Cup face à Nanterre. C'était dans la Loire, 90-85, succédant à L'Asvel qui avait été vainqueur en 2023. C'était un soir d'une première pour l'un des deux clubs franciliens. Finalement, c'est une première pour le Paris Basket dont le meneur de jeu TJ Shorts a rayonné tout au long de la compétition, à commencer par la surprise des demi-finales où ils ont éliminé la Roca Team, l'AS Monaco 98-93, une première pour le club après 6 échecs face à l'ASM pour Paris, et puis effectivement ce petit meneur TJ Shorts qui montre qu'on n'a pas forcément besoin toujours de très grands meneurs, c'est même dans son nom j'allais dire, pour performer, c'est assez incroyable, et qui a été élu MVP mérité de cette compétition et qui était évidemment très fier de pouvoir bâtir, la première pierre pour son club. Je sais que tu as suivi cette compétition, Clément. Avant de prendre notre deuxième pause musicale, simplement ta réaction sur cette grande performance du Paris Basket. Ouais, rapidement, Paris a prouvé que c'est un club qui grandit, mais qui grandit assez vite, parce que déjà on le voit en championnat, je crois que l'année dernière ils finissent soit au pied des playoffs, soit ils vont au premier tour mais ils perdent. Là cette année ils sont déjà dans le quatuor de tête avec Monaco, L'Asvel et Bourg, et on le voit qu'ils sont capables aujourd'hui de battre des grands comme Monaco qui paraît un peu inaccessible dans ce championnat de Betclic Elite, mais on se rend compte qu'en fait ils ont des joueurs de qualité et que le projet avec le nouvel entraîneur Chioma Sissalo est en train de prendre et vachement bien avec les anciens joueurs de Beaune, donc typiquement TJ Short qui fait je crois 26 points en demi et 26 points en finale, enfin je veux dire il fait vraiment une grande performance avec des joueurs comme Nadir Ifi qui continue à progresser. Je pense que c'est un projet qui est attrayant et qui sur la suite de la saison déjà peut être encore plus beau parce qu'on sait qu'ils sont toujours en lice en Eurocup où ils ont fini premier de leur groupe avec seulement une défaite en je sais plus combien de journées, mais très très grande performance de Paris en Eurocup, mais aussi en championnat, on le sait très bien. Il y a les playoffs en fin de saison et en fait hormis je pense Monaco et peut-être L'Asvel, en fait ils sont toujours là et ils peuvent toujours faire quelque chose. On le voit sur un match, en fait ils peuvent déjà faire peur à Monaco en les battant, et en fait on se dit que peut-être sur une mini-série ça peut le faire aussi. Ça rend plus intéressante, la suite de cette saison. Et puis c'est bien de voir d'autres équipes s'exprimer jusqu'en finale, avec aussi cette équipe de Nanterre qui était au rendez-vous. Donc un bel événement pour toute la région parisienne, avec un super parcours aussi de Nanterre et de son coach, qui est un coach historique aussi de notre championnat. Puis finalement, c'était l'occasion avec ce coup de cœur de parler de basket français, alors que ce week-end, il y avait le All-Star Week-end. C'est un beau pied de nez, par rapport à cet événement, pour parler vraiment de ce que pour nous est le basket. Et on attend évidemment côté NBA, la suite de la saison régulière et les playoffs. On va prendre notre seconde pause musicale avant de revenir pour notre interview avec Alexandre Aragon, coach des U18 de l'ESCM Saint-Clément-Montferrier. C'est un son de Stormzy, Longevity Flow. Longevity flow, it's making niggas pray for my demise. I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money, now they're thinking that was size. I'd rather be overrated than overpaid than wherever you are. Look, I came from the sewer. Big Mike made new rules like Dua. That's me, Rach, Twin Cub, Ash, and a Kua. I don't think I spat a word truer.
And if I ever can't remember, bro, let it render. 4K HD vision like Wenger. Think you're tough till you get your bubble burst like I just revealed the gender. I kill the game, I'm a serial offender. I'm old school like Koki and Benga. Psalm 35, so I send it back to sender. I was the flavor of the month, now I'm the flavor of the decade. Getting in your head like a headache. I'm on your neck like a love bite. Scatty like a pub fight. Old school killers that are hug tight. They hate niggas but they love Mike. Bit of footy with a Bud Light. If you're a grass man, I'm hopping out with slugs. It's a bug's life. I don't come much but I come nice. They were hoping that it jams but it bangs like my mum's rice. I need cheese like a bun slice. Brand new kettle for a dumb price. Little man, this ain't a Bretlin. If I told you what it cost, would probably be a bit unsettling. Could have been an engineer in the Shetlands. Now man, I'm solid in the field like Declan. I was made in a manner. Yeah, I'm old school, man. I used to mash works with a spanner. Now I roll dice with Tara and Savannah. Told my main chick St. Kitts or Guyana. Sorry, babe, I don't use Sky Scanner. Call Big Trev, that's a certified planner. Still little Mac, just littering whammer. She don't really understand my London grammar, but she loves all my lingo. Paps got me jumping out the sexy fish window. Oh, what a life. Real ghetto you, I know struggle and strife, but I've gotten very used to these Dubai nights. I got purpose. Old school Norby like Marissa and Curtis. We grew up in the circus. I've been robbed, and I've robbed too, but I've never robbed purses. It's deep if you scratch at the surface. I don't ask what's the damage, cause I'm sure that it didn't do damage. Oh well, we can manage. With my two fists, art flips, I'm a savage. I used to pray for some dough, now I pray for a God-sent marriage and a patch for my cabbage. Before she arrives, I'ma load in my baggage. So to my future wife, you gon' get the whole package. Longevity flows, they can't believe that I'm still lit. I'm still lit when I feel shit. I can't quit, can't feel fit. You can get smoked like a build split. Niggas think they're funny, but Niggas think they're smooth, but I'm hitch. Rappers wanna chat, we can scrap just to prove you're a bitch. I ain't with the talking, I just switch. Niggas wanna laugh, but the joke's on you. Come, longevity flow. It's making niggas pray for my demise. I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money, now they're thinking that we're size. I'd rather be overrated and overpaid than wherever you are. Look, I came from the sewer. Big Mike made new rules like Dua. That's me, Riggs, Twin Corp, Ash and Akua. Et de retour dans Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Vous écoutiez un petit son de Stormzy Longevity Flow, le son qui est un son par ailleurs de FC24. C'était adapté, j'allais dire, pour parler de football ce soir dans notre interview jingle. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. Et la première interview, tout simplement, de cette année 2024, pour nous, on n'en avait pas réalisé au mois de janvier. Il était temps et ce soir, nous sommes ravis de recevoir dans Sport & Chill Alexandre Aragon, entraîneur de l'équipe U18 de l'Entente Saint-Clément-Montferrier. L'ESCM, une équipe qui évolue en Régional 1 et qui vit en parallèle un parcours déjà historique pour le club en Coupe Gambardella, la Coupe de France des espoirs du football français. Bonsoir Alexandre, est-ce que déjà vous nous entendez bien ? Oui, bonsoir, je vous entends bien. Bon bah écoutez, nous aussi de notre côté, la technique fonctionne, on est ravis. Merci tout d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme je vous le disais, lorsqu'on échangeait en amont de cette interview, cette sollicitation me tenait en plus, s'il le fallait, parce que dans tous les cas on aurait parlé évidemment de cet événement, me tenait à cœur, étant moi-même montferriérain et joueur de l'ESCM de la catégorie U9 à la catégorie U15 à une toute autre époque pour notre club. Je me permets peut-être simplement, avant de vous redonner la parole, de donner quelques repères sur le club qui n'est pas forcément le plus connu de la région et qui mérite d'être mieux connu. Avant de vous poser ma première question, Alexandre, l'ESCM est un club historique du département de l'Hérault. En effet, cela fait déjà 60 ans cette année qu'on joue au football à Montferrier avec un premier club olympique de Montferrier fondé en 1964, mais c'est en 1989 que l'ESCM voit le jour, fruit d'une entente entre les villages de Saint-Clément-de-Rivière et de Montferrier. Longtemps un club de village, Montferrier prendra une nouvelle dimension dans les années 2010 sous la présidence de Roger Palési, qui est d'ailleurs toujours le président du club. Un club comptant aujourd'hui plus de 400 licenciés, des équipes évoluant depuis l'an passé au niveau national, les seniors 1 et les U17, plusieurs équipes au niveau régional, seniors 2, U14, U15, U16, U18 et même 2 équipes féminines en catégorie U13 et U15. J'allais vous dire en première question, Alexandre, comment expliquez-vous tout d'abord le développement et l'ascension du club au cours des dernières années ? Bah, tout d'abord, déjà, comme vous le rappelez bien, le club il est historique dans la région et puis il a grandi d'année en année.
Après, ce qui maintient le club depuis une vingtaine d'années, c'est aussi la stabilité qu'il y a dans ce club, où on retrouve des figures piliers du club qui sont là depuis de très nombreuses années et qui ont su faire grandir le club d'année en année. Voilà, je pense à Maxime Bourriane, je pense à Jean-Michel Guzman, et ils se sont entourés de personnes, d'éducateurs très fiables pour pouvoir faire grandir le club. Effectivement, moi-même qui suis venu effectivement au club à une toute autre époque, je vois toujours les mêmes visages et puis aussi des nouveaux visages, et c'est important pour continuer le développement de cette équipe avec des jeunes de nos villages autour de Montferrier, puis des jeunes aussi qui viennent parfois maintenant de plus loin. Il y en a peut-être, j'imagine, dans votre équipe U18. Oui, forcément. L'attractivité du club fait qu'on arrive à avoir des joueurs issus d'autres clubs. On a des joueurs qui viennent de Montpellier, on a des joueurs aussi qui arrivent de Castelnau. Voilà, on a des joueurs qui sont là aussi depuis tout petit. Ça aussi, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, ma majorité des joueurs, sur les 24 joueurs, j'ai plus de la moitié qui sont issus du club depuis 3 ou 4 ans minimum. Donc forcément, le club y attache beaucoup d'importance avec la formation. Et du coup, comme vous le disiez aussi bien, on arrive à entourer ces catégories avec des joueurs de l'extérieur qui, par leur niveau et aussi par leur mentalité, arrivent à venir sur la génération Grenat, comme on dit si bien dans notre club. Oui, Guillaume, tu avais une question pour Alexandre. Oui, est-ce que vous sentez qu'avec justement le succès dans plusieurs catégories, ça attire plus de joueurs ou pas forcément? Ça reste un club historique, donc dans tous les cas, il y a toujours pas mal de joueurs qui viennent vous rejoindre. Est-ce que vous sentez des changements suite aux performances? Forcément, aujourd'hui, il y a un club qui est élite au sein de la région, c'est le Montpellier Hérault qui est à côté de chez nous. Forcément, on monte de niveau depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Et forcément, les joueurs ont envie. Ça peut être un tremplin pour certains pour aller sur d'autres, peut-être un centre de formation. Ça peut être aussi sur notre équipe première qui est attractive maintenant avec la National Pro, donc qui est au niveau national. C'est aussi nos 17 ans nationaux. Donc forcément, on attire des joueurs qui sont peut-être un peu trop justes pour les centres de formation comme le Montpellier Hérault, mais qui nous sommes conseillés et on nous conseille de venir aussi chez nous. Donc forcément, c'est un super tremplin pour nos jeunes joueurs. Revenons-en maintenant, Alexandre, si vous le voulez bien, j'allais dire à votre équipe et à ce parcours en Gambardella. 7 tours de passé pour le club, éliminant depuis le mois de septembre Montpellier-Arceau, Canet-en-Roussillon, Millau, Blagnac, Rodez, l'Olympique Rovenin et enfin Andrézieux-Boutéon le 4 février dernier à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Vous faites désormais partie des 16 dernières équipes engagées dans la compétition au niveau national. C'est quand même un parcours exceptionnel. Ouais, forcément, ça rencontre petit à petit, même si on est encore dans la compétition et que finalement, on s'y est vraiment pris au jeu et que finalement, on a encore envie de continuer l'aventure. Maintenant, c'est une aventure qui a commencé au mois de septembre dernier, avec quasiment un match par mois sur cette compétition-là. De mémoire, je crois qu'on est le seul club régional à arriver dans la région amateur au niveau 8e de finale de la Gambardella. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai qu'on fait partie aujourd'hui des 16 meilleures équipes de France sur la catégorie U18 et c'est absolument somptueux ce que sont en train de réaliser les garçons et le club. J'allais vous dire, effectivement, 2 représentants même de la région Occitanie, de la Ligue d'Occitanie de football, encore engagés en 8e de finale de la Gambardella, l'Entente Saint-Clément-Montferrier et le Toulouse FC. C'est quand même quelque chose qui peut rendre fiers, évidemment, les Montferriérains et les Saint-Clémentois. Pour vous, j'allais dire, quelles ont été un petit peu les clés, j'allais dire, de ce parcours, quoi qu'il arrive, réussi pour vos joueurs, même si, évidemment, on ne doute pas que vous espérez encore aller plus loin. Déjà, c'est le travail. Voilà, quotidiennement, on travaille 3 fois par semaine, plus le match le week-end. Alors, c'est vrai que l'entrée de la Coupe Gambardella, ça nous a fait un peu pêcher en championnat, puisque l'objectif prioritaire, c'était aussi le championnat et pourquoi pas viser une montée en 19 nationaux, chose qui va être trop dure pour nous cette année parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie sur la Coupe Gambardella. Voilà, après, c'est le travail tactique, mais c'est aussi une mentalité. On a réussi, je pense, à construire un sacré groupe de mecs qui s'entendent hyper bien ensemble, une bande de potes. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a quand même été malmenés sur certaines rencontres en Gambardella face à des équipes qui étaient peut-être plus fortes que nous dans le jeu, mais on s'est toujours battu. On a toujours eu cet état d'esprit qui nous fait qu'aujourd'hui, on est récompensé avec un super tirage et l'accueil du Stade Rennais à Tussargues des dimanches. Effectivement, j'allais dire un parcours où il y a eu des victoires claires, nettes et sans bavure sur les premiers tours, puis forcément le niveau a augmenté d'adversité dans cette Coupe Gambardella avec
3 qualifications pour le moment au tir au but, si je ne me trompe pas, contre Blagnac et lors des 2 derniers tours contre l'Olympique Rovenin et Andrézieux. C'est-à-dire votre capitaine et gardien, si je ne me trompe pas, Andreas Carpita, a su également se montrer décisif avec ses qualifications au tir au but. Dans une coupe, évidemment au championnat aussi, mais dans une coupe, c'est important d'avoir son gardien aussi le jour J qui répond présent. C'est Andrea, au-delà du garçon qui nous sauve au penalty, c'est un garçon déjà qui a une mentalité extraordinaire, qui était au club jeune, qui est parti sur Béziers l'année dernière en 17 internationaux. Il a beaucoup mûri, et au-delà des penalties, on prend notamment le dernier match contre Andrézieux, avant les penalties, il fait 2 parades exceptionnelles qui nous maintiennent dans le match, et les garçons derrière ont senti qu'on avait un vrai gardien, et c'est un super leader pour le groupe, et il est super écouté, et puis c'est un excellent gardien très complet. Effectivement, et je vous invite à lire l'article qu'a fait le Midi Libre sur le gardien de Montferrier, qui parle aussi beaucoup du groupe, et ça c'est important. Il met pas, j'allais dire, le coup de projecteur sur lui en tant que tel, mais il parle du club et de cette aventure évidemment assez incroyable pour les joueurs. J'allais dire, parlons maintenant du match de dimanche. Le tirage au sort a donc rendu son verdict et vous propose un très beau défi avec la réception d'une équipe évoluant en U19 nationale, le Stade Rennais, tombeur de l'an avant Guingamp dans un derby breton en 16e de finale. Le match aura lieu ce dimanche, 25 février à 14h30 au stade Jules Rimet de Sussargues, où évolue cette saison l'USCM en National 3 pour des questions d'homologation de stade. Comment vous avez préparé de votre côté ce match qui est forcément particulier pour le staff, vos joueurs et les supporters? Déjà, on a essayé de dédramatiser l'événement parce que le coup de projecteur est immense, parce que les joueurs pensent qu'à ça, le club pense qu'à ça également. On reçoit aujourd'hui un des 3 meilleurs centres de formation sur les 15 dernières années, qui va venir avec de grosses ambitions, qui cette année veut remporter absolument la Coupe Gambardella. Nous aujourd'hui, j'ai pas voulu changer grand-chose, notamment sur l'aspect mental, sur l'aspect travail athlétique, sur le travail technique. On va essayer de jouer notre jeu, bien sûr, en changeant et en modifiant certaines choses, mais on va garder notre ligne de conduite qui est un gros mental. Et puis un match de foot reste un match de foot, et pourquoi pas créer un exploit exceptionnel qui nous permettrait de nous qualifier pour les quarts de finale. En tout cas, nous allons jouer le match en tant qu'équipe qui veut se qualifier pour les quarts de finale. Oui, effectivement, on n'en doute pas de notre côté. J'allais dire, l'appétit vient en mangeant. Vous n'êtes pas en 8e de finale de la Coupe Gambardella par hasard. Il faut essayer de ne pas faire, ne pas se dire forcément, en tout cas, que vous êtes inférieur à cette équipe du Stade Rennais, même si forcément on n'est pas dans le même univers. Vous le disiez, un des 3 plus grands centres de formation de France, une équipe qui veut gagner cette compétition. Donc il faut garder de l'ambition, évidemment, pourquoi pas rare en Ligue 1, sur un match. En profiter, là. Tu as bien raison, Guillaume. Pourquoi pas rejoindre les quarts de finale. Quels sont justement, si vous voulez résumer, vous parliez de l'aspect mental, mais j'allais dire les forces et atouts pour vous de cette équipe, de ce groupe avec lequel vous vivez depuis le mois de septembre, et sur lesquels les éléments sur lesquels vous pensez que votre équipe va devoir s'appuyer pour ce match? Aujourd'hui, j'ai 24 joueurs, très peu abandonnés en cours de route. J'ai perdu un seul joueur qui a arrêté pour raisons professionnelles aussi. Il y a certains joueurs aussi que j'ai pas pris pour les tours d'avant, qui sont toujours là, qui s'accrochent toujours, qui viennent avec le sourire à l'entraînement. Et aujourd'hui, comme je leur ai dit, c'est un groupe de 23-24 joueurs qui fait front, et ce qu'on attend de ce match-là, c'est justement qu'ils aient une continuité sur ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année, et puis viendra ce qui pourra. Mais en tout cas, notre force aujourd'hui, c'est un très gros mental, c'est 30% du football. J'ai pas une équipe qui est compétitive sur un championnat de longue durée. Par contre, j'ai une équipe sur un coup qui est capable de faire d'énormes exploits. Et en tout cas, cette équipe, là où elle est, ce groupe là où il est extraordinaire, c'est qu'il se sent capable d'aller chercher la victoire. Et je sais que Rennes nous prend très au sérieux pour venir chez nous, puisqu'ils arriveront 48 heures avant. Donc je sais qu'on est très attendu, qu'on est pris au sérieux, et puis ils sentent qu'il y a une région qui est derrière eux. Donc forcément, ils sont prêts, ils ont envie d'en découdre. Mais je sens des garçons concernés qui viennent avec le plaisir, la banane. Et c'est vraiment notre travail au staff cette semaine, de les rendre avec le sourire pour dimanche, et qu'ils arrivent le plus apaisés possible. En tout cas, ce qu'ils ont réalisé depuis le début est extraordinaire. Voilà, s'ils veulent que ça continue, il faut arriver avec le frein à main baissé. Il faut qu'on continue à bosser, et pourquoi pas aller chercher ce quart de finale. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Clément avait aussi une question pour vous. Bonsoir Alexandre, moi j'avais une question par rapport un peu à l'aspect qu'est-ce que représente un peu cette coupe Gambardella pour les jeunes joueurs
surtout de votre club qui est pas forcément un club formateur, mais vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être les joueurs sont un peu revanchards de pas y être allés, et en fait quand on tombe sur Rennes, qu'est-ce que ça représente ? Déjà la Coupe Gambardella et aussi un match contre un très grand club formateur. Ce que ça représente, et on le ressent depuis quelques semaines, notamment juste après le match d'Andrézieux et le tirage du Stade Rennais, c'est qu'on a un aspect médiatique qui est autre, notamment moi, où je suis très sollicité, les joueurs aussi, dont le capitaine Andreas Carpita. Ça représente, c'est la Coupe de France chez les jeunes, c'est une médiatisation, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, de la fédération, qui est extraordinaire. Donc forcément, les joueurs s'y sont pris, et forcément, l'image que ça ressort, c'est qu'on fait venir énormément de monde. Contre Andrézieux, qui était un club de R1 comme nous, on a fait venir plus de 1000 personnes au club, même à ces matchs très vite, puisqu'on a été délocalisés parce que nos terrains sont pas homologués. On a fait venir 1000 personnes avec une ambiance couple, les gens sont venus un peu partout de la région, et les joueurs l'ont ressenti, et on a eu une ambiance, et ça a été quelque chose pendant 2 heures qui a été extraordinaire pour les joueurs, mais pour nous aussi, et on aura besoin du 12e homme ce week-end, mais ça rassemble, ça a été très rassembleur. On le voit pour les 17 internationaux et la N3, la Nationale 3, c'est quelque chose sur la longue durée, donc les gens ils vont peut-être un petit peu forcément prendre une habitude et se lasser peut-être au fur et à mesure du championnat, mais par contre la Coupe Gambardella c'est des coups d'un match, et forcément recevoir le Stade Rennais que le club n'a jamais joué, qui est en région Bretagne, c'est forcément très c'est somptueux quoi. Un autre grand événement, j'allais dire, de cette année pour le club de Montferrier. Il y avait eu, il n'y a pas si longtemps, pour la N3, la réception aussi de l'Olympique de Marseille qui avait fait venir beaucoup de monde à Sussard. On espère évidemment, et on n'en doute pas, qu'il y aura beaucoup de monde à nouveau pour ce match des U18 en Gambardella. Moi-même, j'allais vous dire, pour l'anecdote, Alexandre, en tant qu'amateur de notre club de Montferrier, c'est la première fois que je voyais, vous parliez de la médiatisation, que je voyais effectivement autant de posts sur les réseaux sociaux autour du club, que je voyais aussi un tirage au sort où on tire Montferrier diffusé sur YouTube à la FFF, c'était quand même quelque chose. Dans cette période, évidemment, vous le disiez, il y a eu aussi la nécessité de revenir aux joutes un petit peu plus habituelles du club avec la Coupe de l'Occitanie, où vous êtes qualifié, si je ne me trompe pas, en battant Muret au tour précédent, et puis ensuite ce week-end, un match du côté d'Alès, qui était un match important, parce que vous jouez une équipe qui finalement était juste devant vous au classement, et vous en profitez pour leur passer devant avec cette victoire 1-0 à l'extérieur. J'allais dire, est-ce que ça a été difficile ? Vous disiez, ils pensaient qu'à la coupe d'une certaine manière, et on ne peut pas leur en vouloir. Est-ce que ça a été difficile de reconcentrer le groupe sur ces 2 dernières semaines sur des objectifs un petit peu plus communs, même s'ils sont évidemment très importants ? Forcément, ça a été difficile. Après, ça a été le travail du staff. On a réussi à faire aussi un petit peu, je dirais pas tourner l'effectif parce que j'aime pas cette expression, mais on a réussi à faire, à concerner tout l'effectif du groupe en leur disant que les 3 compétitions étaient très importantes. Aujourd'hui, on reste sur 9 matchs sans défaite depuis début 2024. On prend très peu de buts. On est très solide. On a un projet commun qui est d'aller gagner cette Coupe Occitanie. Voilà. Aujourd'hui, on va aller à Nîmes Olympique dans 15 jours. Mais en tout cas, j'ai une équipe où je sens qu'on a vraiment de la solidité, on est mature. Et en tout cas, ce qui est très dur en tout cas à gérer, comme vous le disiez, ce Gambardella, c'est que ça attire beaucoup de monde, c'est médiatique et tout. Et là où en fait, c'est que je leur donne des objectifs aux garçons, c'est que voilà, moi je veux finir dans le trio de tête en championnat, je vais aller le plus loin possible en Coupe Occitanie, et j'essaye de les intéresser au maximum, et je sens que derrière ça répond. Donc forcément, le plus dur sera peut-être de gérer l'après Gambardella, parce que on espère que ça s'arrêtera le plus tard possible, mais le plus dur, ça sera de gérer l'après Gambardella pour se reconcentrer dans les 2 projets communs. Voilà, comme je leur ai dit, l'important c'est de bien finir en championnat, et surtout d'aller pourquoi pas aller gagner cette Coupe Occitanie pour le club, puisqu'on n'en a jamais gagné dans toutes les catégories, et que ça reste un objectif commun au club, et c'est un objectif prioritaire pour le club. En tout cas, on gère notre petit bateau comme ça, et puis voilà, j'ai un groupe de 23, j'ai des gamins extraordinaires qui ont beaucoup progressé, qui ont une mentalité qui est exemplaire, et ça je tiens vraiment à le dire. J'ai de super mecs, et forcément quand vous avez un super groupe, quand vous menez le bateau, c'est plus facile d'avoir des mecs derrière vous que des mecs qui se tirent dans les pattes, et j'ai un super staff aussi. D'ailleurs, je tiens un petit clin d'œil pour mon préparateur physique qui est du Stade Rennais, donc forcément c'est un super clin d'œil pour lui, et pour aussi mon dirigeant Louis, qui sa première année aussi qui dirige aussi un club de foot, et forcément ça va rester un moment exemplaire. On a aussi Jimmy qui est dirigeant avec nous sur la Gambardella, et c'est des moments extraordinaires pour eux, et le fait de me remercier et de me dire que ils sont super heureux et que ça leur arrivera plus jamais, forcément c'est touchant. Ouais, effectivement, mettre en avant aussi tous ces bénévoles des clubs
amateur de notre football. Ces dirigeants à la fois historiques, encadrants du club, ceux arrivés plus récemment, mais qui s'investissent beaucoup auprès des jeunes, des joueurs. Les liens aussi, on n'en a pas forcément directement parlé, mais je sais qu'il y en a entre les différentes équipes, entre les U17 nationaux, votre équipe du 18 régional. Je sais que Jean-Michel Guzman, l'entraîneur de la Nationale 3, suit aussi de très près justement ce que font ces U18, qui sont potentiellement des joueurs aussi, hein, on est bien d'accord, qui pourraient rejoindre ensuite l'effectif de la Nationale 3. Hein, c'est bien ça, Alexandre? Oui, forcément. Moi, j'ai un lien particulier avec ce club parce que j'y étais déjà une dizaine d'années, que je suis parti pour raison professionnelle ailleurs et que j'y suis revenu l'année dernière. Mais forcément, Jean-Michel, je l'ai eu en entraîneur, c'est quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien. J'ai Maxime qui est là depuis 20 ans employé au club. On a Mika Martinez aussi, que quand je jouais, il était déjà entraîneur. Donc forcément, on a des liens et on a des affinités qui sont forcément très serrées. Après, on a tous les éducateurs du club avec qui on s'entend bien. Forcément, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Après, forcément, avoir ces gens-là autour de nous, c'est forcément très plaisant de travailler avec ces gens-là. Et à contrario, on a aussi Jean-Michel qui suit de très près les U18. Et forcément, ce parcours Gambardella fait qu'il y a des garçons qui sont pas loin d'intégrer ce groupe à un moment donné, ou au moins l'intégrer petit à petit, notamment sur l'année prochaine, puisque le club veut que notre formation attire le maximum de joueurs sur l'équipe première et sur l'équipe réserve. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les futures années. En tout cas, c'est un gros coup de projecteur pour les seniors, puisque on voit qu'il y a de la formation au sein d'Entente Saint-Clément-Montferrier et puis que ça avance bien. Avec deux très bonnes équipes en senior, une qui évolue les seniors 2 en régional, une également, et effectivement la première aventure du club en national 3 pour les seniors 1, même si effectivement c'est un petit peu plus difficile et c'est normal en découvrant cette compétition pour une première pour Montferrier en national 3 hein, pour les seniors, où en plus il y a eu un certain nombre de scénarios un petit peu défavorables sur des matchs, mais ils vont lutter eux aussi et on les soutient pour le maintien. Merci Alexandre, on va suivre évidemment de près votre parcours à titre personnel et il y aura sans doute d'autres chillers parce qu'en plus la particularité c'est qu'il y en a un qui est pas là ce soir mais qui est lui-même de Sussargues, alors il joue à domicile, il n'aura pas d'excuse que de venir vous supporter à pied au stade Jules Rimet de Sussargues dimanche prochain à 14h30 et donc vous le disiez bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite sur les autres compétitions aussi parce qu'il y a d'autres objectifs importants aussi pour vos U18, le championnat en essayant de rester dans le top 3 à côté j'allais dire des deux équipes qui dominent cette poule, le Nîmes Olympique et Castelnau-le-Crest, et puis aller le plus loin possible en Coupe de l'Occitanie où justement vous retrouverez Nîmes qui est le leader de votre poule. Merci encore Alexandre de nous avoir fait le plaisir d'être à notre antenne ce soir. Merci à vous, merci beaucoup et en espérant se retrouver peut-être pour les quarts de finale, pour une interview. C'est sûr. Ah c'est tout ce qu'on espère de notre côté, on croise les doigts évidemment, et on est derrière les Grenats et on encourage encore pas une fois, pas du FCMS, non, de l'Entente Saint-Clément-Montferrier, et on encourage tous nos auditeurs à se rendre à Sussargues, je le redis une dernière fois, ce dimanche à 14h30 pour ce grand rendez-vous pour le football héroltais, pour la Ligue de foot d'Occitanie et pour le SCM. Merci encore Alexandre, de notre côté, on va refermer, j'allais dire, cette interview et on va passer au dernier temps fort de cette émission avec le quiz. Sport and Chill, le quiz. Et Yacine, tu as la main pour ce petit quiz de fin d'émission après cette interview avec Alexandre Aragon. Alors, combien de questions disponibles selon toi ? Oh, je pense qu'il faut que tu vises celles qui sont pas trop longues, mais on a, 8 minutes. Peut-être une chance pour Guillaume. Question rapidité. On va chercher le nom d'un joueur qui va se cacher derrière ces différents clubs. Saint-Etienne. Rubin Kazan. Mvila. Bravo. Yann Mvila. Pourquoi Yann Mvila dans l'actualité ? Car il vient de signer aujourd'hui à West Brom Albion, 5e de Championship jusqu'à la fin de saison. Saint-Etienne, Sunderland, l'Inter, on oublie. Rubin Kazan, Stade Rennais, Olympiakos, celui qui pouvait jouer selon certains devant la défense du Barça à l'époque de Guardiola. Continue sa carrière, une carrière plutôt complète mais plutôt anonyme. Ouais, c'est clair. Toujours rapidité, le Tour des Émirats Arabes Unis vient de débuter ce lundi. C'est donc l'occasion de revenir un peu sur l'historique de la course qui est relativement récente. Quel Français finit meilleur jeune du Tour en 2019 lors de sa première édition ? Du Tour de l'avenir, tu disais ? Non, du Tour des Émirats Arabes Unis. Du Tour des Émirats Arabes Unis. Meilleur jeune, un Français, en 2019. Ouais. C'est ça.
J'étais pas Sachant attentif que à la c'est question. c'était la première édition en 2019. 2019. Godu Oui. Oh oui, David Godu. Oui. Incroyable, c'est le seul que je connais. C'est le seul jeune que je connais cycliste, donc Bravo. écoutez, Alors, c'est la chance du débutant, je veux dire. Ça n'a pas souri à Guillaume, malheureusement. Clément, Moi, j'ai plus point. de chance. Je suis plus débutant. Effectivement, il est même fini 3ème lors de cette course, qui était la première. Rappelons que le Tour 2024 vient de débuter aujourd'hui. Yannick Sinner est devenu le premier Italien à remporter l'Open de Rotterdam. Côté palmarès français, il est plutôt bien fourni, avec 7 victoires. On va pas tous les chercher, messieurs, attention. Par contre, je vais relever 2 joueurs qui l'ont remporté 2 fois chacun. Mais qui sont ces joueurs? Gaël Monfils. Premier Gaël Oui, Monfils. t'as raison. J'allais dire Tsonga, mais je suis pas sûr du tout. Je vais pas demander contre qui parce que ça sera compliqué. C'était contre Wawrinka et Félix Auger-Aliassime en 2019 et 2020. Le second, messieurs, c'est toujours la rapidité. J'ai dit Tsonga. C'est Non. pas Tsonga. Simon. Il a gagné une fois. Simon l'a pas Gasquet. gagné. C'est pas Gasquet, il a Pouille. jamais gagné. Pouille, il a jamais gagné. C'est un peu plus dur, messieurs. Et ça date de quand? C'était il y a longtemps? C'était il y a bien 20 ans. Grosjean. C'est pas Grosjean. non. Arnaud Clément. C'est pas Arnaud Clément. Santoro. Non. Paul-Henri Mathieu. Non. C'est improbable. Santoro. Non. Mais non, Un génie. pas On forcément était ça. peut-être pas né à ce moment-là. Vous voulez un indice? Pioline. Il avait gagné l'édition juste avant, mais il l'a gagné une seule fois. Celui qui l'a suivi est un autre Français qui l'a gagné 2 fois consécutivement. Là, on cherche celui qui l'a gagné 2 fois Ouais. consécutivement. Là, je demandais, ma question, c'était de chercher sur les Français qui l'avaient gagné, combien de Français l'avaient gagné 2 fois au moins. Gaël Monfils est le premier, le second remonte à cette époque, aux années 2000. Bah, qu'est-ce que... Je vais vous aider. Frère 2. Un de ses frères a joué au foot. Plutôt Escudé. bon. Oui, Ah Nicolas oui, Escudé. Nicolas Escudé. Ouah. Son Le frère a frère joué de au Julien. Séville. Mais avant Putain, qu'on connaisse incroyable. Julien, il y avait Ouais, Nicolas, Exactement. qui en 2001 et 2002, tenez-vous bien, Ouais. bat Roger en finale, Eh Federer, oui, j'étais pas né. et Tim Henman. Pas si mal. C'est vrai qu'on a un petit jeune à nos côtés. Il suit Moi, le je suis né en tennis, 2002, mais là. donc écoutez. Allez, bah t'étais là. C'était tu- des tu archives. avais quelques mois. J'étais là déjà devant la télé. Bon, là, t'étais déjà né, et parce que c'est actuel. Rapidité, messieurs, toujours en tennis. Quelle joueuse fait son retour dans le top 10 féminin aujourd'hui au classement actualisé WTA? Au retour. Elle fait son retour, alors... Osaka. C'est pas Osaka. Alep, non. Elle a fait... Pliskova. C'est pas Pliskova, Ostapenko. exactement. Ah, c'est Yelena Ostapenko. Ostapenko. Elle avait Qui commencé a perdu très en fort finale sa contre carrière. Azarenka. Exactement. Elle avait gagné... Pas très classe d'ailleurs. Elle avait gagné Roland Garros en 2017, rappelons-le. Alors là, c'est une question que je qualifierais de dure, messieurs. Oula. C'était facile jusque-là, Guillaume. Attention. Quelle nageuse a remporté la seule médaille française des championnats du monde de natation à Doha? Mélanie Henniquenon. Oui, voilà. Ah là 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 là. C'est fait. C'est fort. Je l'ai vu passer. Hein. Ça, c'est fort. J'avais Moi, précisé je l'ai en pas ne vu, parlant que de la natation sportive, car comme je l'avais dit, il y a aussi l'eau libre, il y a la natation artistique, il y a le water polo tout en même temps. Elle a gagné la seule médaille française, avec les hommes compris, sur le 50 mètres papillon, et c'était les médailles d'argent. C'est pas un très bon papillon aussi. Donc Clément 3 points, Romain 2 points, Guillaume 1 point. Oh, pas mal déjà. C'est déjà un exploit. C'est déjà pas mal. T'as ouvert ton Rapide- compteur. Rapidité, Le point du nul. messieurs. Rapidité, messieurs. Quels joueurs, au pluriel, ont réussi à être à la fois MVP du All-Star Game et du Rising Star Challenge, donc pour les jeunes, alors des années différentes évidemment. Ok. Il y en a 3. Je sais Blake pas si- Griffin. Pardon? Blake Griffin. Non, il n'a jamais été, ni l'un ni l'autre. Ok. Je sais pas Donc depuis on combien de cherche temps un existe le MVP. Rising Ah, Star. il a- Alors le pas Rising la même Star, année. non, Pas la- c'est impossible. Oui, bah oui. Je vais préciser. Alors le All-Star Game remonte à bien 50 ans et le Rising Star, si je dis pas de bêtises, il date de la fin des années 90, début 2000. Kobe. Kobe non. LeBron. Jamais. LeBron jamais non. plus. Stephen Curry. Ton coupeau. Non, AD. Anthony Davis. non. Damien Lillard. Ils sont tous très connus. Non. Il y en a 3. Luka Doncic. Carmelo Non. Anthony. Doncic, il a rarement fait des bons All-Star Weekend en plus. James Harden, peut-être. Non. On va tous les faire, messieurs. Kyle Irving. Kevin Durant. Oui, oui. Alors, Kyrie Irving. j'en ai 2 d'affilée. Alors, premier Kevin point Durant. pour Guillaume. Et Vamos. C'est toi qui as dit Kevin Durant. On cherche le dernier après. Alors, je précise. Alors, Kyrie Irving, 2012 Rising Star Challenge, il était encore rookie. Évidemment. 2014, il gagne le MVP All-Star. Kevin Durant, 2009 pour le Rising et double MVP en 2012 et 2019. Je vais tenter. Il nous en reste un J'ai dernier. tenté Damien Lillard. avant que tu Non, dises. je vais vous dire les années. Ce dernier a été MVP du Rising Star Challenge en 97 en qualité de rookie. Iverson. Exactement. Oh, Et vamos. oh là 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 là, Guillaume qui nous fait une petite remontée là. Et qui J'ai l'impression. dépasse Romain. Elle est belle celle-là. Et on doit arrêter le quiz parce qu'il est 35. Merci à tous. Récap 4 pour Clément, 3 pour Guillaume et Romain 2. Non, c'est pas possible. Alors, Truqué. demain se jouera le 8e de finale PSV Borussia.
Il s'agissait de l'affiche de la finale de la Coupe de l'UEFA en 2002. Désolé, je bloque avec l'année 2002. C'est dur pour moi. Quelles équipes avaient été éliminées en demi-finale? Alors, je précise, je me suis fait un petit plaisir personnel. Ton petit sourire. Je dirais Milan. Oui, Milan, premier point, c'est bon. C'était cadeau, du coup, j'aurais Oui, c'était cadeau. L'Inter. Et l'Inter. Oh là là, mais Guillaume. qu'est-ce que je fais, moi? Dortmund élimine Milan et le Feyenoord élimine l'Inter. On aurait pu avoir un derby. C'était cadeau. Là, c'est une question pour toi, Romain, normalement. J'en ai besoin. Question rapidité. Qui est le meilleur marqueur d'essai du top 14? Eh ben, tu sais que je sais pas forcément. De Porter? Non. Non, je pense marqueur pas. d'essai. Ah oui, oui. Arundel? Non. Il y a que toi là. Vraiment. Meilleur marqueur d'essai du top 14. Il a 8 essais. Antoine Dupont. Non. Penaud? Indice numéro 9. Numéro 9? Ouais. Et c'est pas Penaud. Baptiste Couillou? Oui. Ah ben tu vois, voilà. Le réveil. Le numéro 9 du Loup. Du Loup. Rugby. Je voulais faire son meilleur réalisateur, c'est Joe Simons de la section paloise. Le Bayern Munich s'est de nouveau incliné hier et est désormais distancé de 8 points par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. C'était sur la pelouse du VfL Bochum. Mais dites-moi, quel Français, au club depuis 10 saisons, est le capitaine de cette équipe? De Bochum? Ouais. De Bochum? Ouais. J'en sais strictement rien. Depuis 10 saisons? Moi, ouais, 10 saisons. Il est même passé par Saint-Etienne au début, là, en 2006. Ah ouais? Moi, c'est un mec, il me fait kiffer, une carrière fabuleuse. Une carrière un peu discrète, mais 10 ans à Elle est Bochum. pour toi là, celle-là, Guillaume. Il a même fait une passe décisive pour le japonais Asano lors du deuxième but. J'ai regardé la deuxième mi-temps. J'ai absolument pas regardé le match. Donc, Vous l'avez pas? Attends, juste un Mais indice. t'as un autre indice que Bah, je peux vous dire les clubs, enfin, ça va pas vous aider plus que Le ça. poste. Milieu défensif, au milieu relayeur, il est numéro 8, capitaine de Bochum. Il a fait Saint-Étienne, Cannes, le Paris FC, si je dis pas de bêtises. Il a fait le Dynamo Dresde, il a fait... Il y a un canois là. Ah oui, il a fait le Dynamo Dresde 2 ans, puis 10 ans, depuis 2014, à Bochum, et il est capitaine depuis ce moment-là. Si je vous J'ai dis découvert quelque chose ce j'en soir. sais rien. Anthony. Modeste. Non. Rien à voir. Il joue aussi en... C'était Davies. Non. Anthony? Vous l'avez pas? Non. Anthony. J'ai mal à vous Bundesliga, messieurs, c'est un cadre de l'équipe, c'est Anthony Lozilla. Oh. Alors, il a 37 ans, c'est très dur. Ah bah oui. C'est très dur. Il a fait combien de matchs à Saint-Etienne? Il était tout jeune. Hein, Ça, franchement, je l'ai. De nom, mais. Alors, j'ai 9 questions. Clément est à 5 points, Guillaume est à 4, Romain est à 3. Est-ce que j'ai le temps de faire une dernière ou pas? La toute dernière. Malheureusement, c'est une question tour de table. Ou enchère, allez, on peut finir avec enchère. Demain, il y aura Inter Atlético. Ok. Et la dernière confrontation officielle entre les deux clubs remonte à 2010. Simplement, je ne vais pas vous demander l'Atlético, ça serait un peu trop difficile. Je vous demande de me donner le 11 de l'Inter à ce moment-là. Il est tout frais, c'est celui qui avait gagné la Ligue des Champions avec Mourinho, ça va peut-être vous aider. Schneider. Messieurs, ça va être une question en chair pour terminer. Pardon. Combien de joueurs sur le 11 titulaire de ce match pour l'Inter pourriez-vous me citer? 2010. Oui. C'est des noms tous très connus. En vrai, je manque de concentration. Alors, je vais commencer par Clément. Combien de joueurs tu peux me donner? Bah 2. 2, Pour d'accord. commencer. Guillaume, tu peux m'en donner combien? Bah, je vais forcément dire plus que Romain, parce que j'ai tenté la victoire. Moi, j'allais dire 3. Bah, je vais dire 4. Bah, vas-y. Alors, tu m'en donnes 4. Je précise que c'était pour la Super Coupe de l'UEFA 2010. Je t'écoute pour l'Inter. Le 11 titulaire de ce match. Titulaire. Hein. Oui. Alors, j'ai tenté Schneider. C'est bon. Je vais tenter Kivu. C'est bon. Je vais T'as pris tenter des risques. Toldo. Aïe. Non. Ça, c'était risqué, le gardien. C'était pas Toldo. Là, on peut en donner un Non. au pif ou... Bon, Clément, même pour la beauté du geste, puis Allez. ensuite on donne Cambiasso. la victoire de ce quiz. Julio César. Et c'était lui, c'était Jules César Ah qui oui, était à la place Cambiasso, c'était bon. Cambiasso, T'as c'était mis bon. Cambiasso. Walter Samuel. Et tu les avais les 4. Punaise. Aïe, aïe, Alors, aïe, il a pas choisi les César, Maicon, Samuel, Lucho, Maicon, Kivu, J'en avais plein Cambiasso, derrière. Zanetti, Zanetti, Eh ouais. oui. là, Stankovic, Schneider, Eto'o Eto'o, et Diego Milito. Je Ils sais pas étaient pourquoi tous je suis connus, parti sur messieurs. le Toldo en fait. Donc, Il arrive Clément, comme Toldo, il arrive Clément gagne le quiz avec 5 points. Merci Guillaume, à tous. c'est historique, passe devant Romain. Guillaume, 4 deuxième points. au quiz. Il y avait Et un coup Romain, à faire. Hein. c'est peut-être historique que je veux dire, mais clôture la marche avec 3 Aïe, C'est aïe, aïe. rare. La larme au coin de l'œil. Mais Guillaume n'a pas réussi à clutch le quiz là, c'est dur. C'est terminé. Merci Yacine pour ce quiz. Bravo à Clément qui remporte Deuxième ce quiz soir d'affilée. ce quiz. Deuxième il est sur quiz 2 d'affilée. victoires d'affilée, back to back. C'est ça. Il va falloir essayer de t'avoir, de battre au quiz la c'est semaine C'est dur pour vous, je prochaine. pense. Et j'allais dire, c'est aussi pas du tout, hein.
un joli hommage avec le back-to-back, un week-end de All-Star Weekend où je pense encore une fois à notre ami Boris, Yacine et Guillaume, comme si souvent lorsqu'on évoque notamment le basket. Merci à vous pour cette belle émission. On vous invite à voter encore à notre sondage Sport Montpellier sur Twitter et Instagram. Le MHSC Volley doit-il faire de la Coupe de France son objectif prioritaire? Oui ou non? Vous avez la parole jusqu'à demain minuit. Voilà, j'ai mis ça sur Twitter, du moins. Super. Ça me semble tout à fait adapté. Vous pouvez nous rejoindre évidemment sur nos différents réseaux sociaux. On remercie encore Alexandre Aragon pour sa participation à l'émission avec effectivement cette interview dédiée au U18 de l'ESCM Saint-Clément-Montferrier qui disputeront un 8e de finale historique de Coupe Gambardella contre le Stade Rennais dimanche prochain à 14h30 au stade Jules Rimet de Sussargues. Allez les Grenats évidemment. De votre côté, vous allez retrouver dès 21h l'équipe de Campus Hi-Fi pour votre suite de soirée sur Radio Campus Montpellier. Vous pouvez suivre dès 21h aussi par ailleurs les copains du Space MHSC qui nous relaient aussi sur leur réseau, et puis nous on les suit de près pour faire la prolongation aussi sur le MHSC. De notre côté, on se quitte avec le son de la semaine. Vous allez retrouver le bijou de Brahim Diaz avec le Real face à Leipzig, le but de la délivrance de Kylian Mbappé pour le PSG contre la Real Sociedad, avant qu'il arrive peut-être dans son nouveau club, qui sait. La deuxième victoire de Damian Lillard au concours à 3 points du All-Star Game, le titre de Yannick Sinner en finale de l'ATP 500 de Rotterdam, en anglais pour le coup, le sacre de Justine Brezas-Boucher et la médaille de bronze de Lou Jean Monod sur la chaîne L'équipe lors de la Master des championnats du monde de biathlon à Nové Mesto. Excellente soirée à tous nos chillers et chilleuses. Allez les Grenats, et à la semaine prochaine pour le 19e épisode de la saison 9 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Valverde, Carvaral, Diaz. Bien joué cette fin de camp pour se mettre dans le sens du jeu. Nouvelle accélération, il est intenable, inarrêtable. Le bijou évidemment de Brahim Diaz, le remplaçant de Jude Bellingham qui nous fait du Bellingham, et ça fait 1-0 pour le Real. C'est signé de l'Espagnol Brahim Diaz. Allez Dembélé pour frapper ce coup de pied arrêté. Il faut bien le frapper pour Marquinhos. Et deuxième poteau, l'homme providentiel du Paris Saint-Germain, le sauveur, le super-héros, Kylian Mbappé 1-0 pour le PSG. Il faut battre 24 points pour Damian Lillard et remporter son deuxième concours de tir à 3 points. Il va tout droit, Damian Lillard. Quoique. Attendez. C'est Dame Time. Il faut Dame Time. Il le fait à la dernière seconde sur le dernier ballon. Oh mais quel génie. It's victory for Yannick Sinner, the new champion in Rotterdam. A quite brilliant final, and Sinner will celebrate by becoming the highest ranked Italian male ever on Monday. He'll be up to number 3. It's 15 wins in a row. Oui, la nouvelle championne du monde de la Master, Justine Brezas-Boucher. Bravo pour cette course maîtrisée du début à la fin. Elle a pris les commandes dès le premier tour, elle a bien fait. Il était pour elle ce titre aujourd'hui. On va avoir 2